Et donc on va reprendre sur l'argument de la manipulation avant de repasser au principe des possibilités alternatives. Et on devrait avoir fait le tour des principaux arguments en faveur de l'incompatibilisme. Après quoi? Donc après la semaine de lecture, on pourra passer aux quelques arguments en faveur du compatibilisme. Et on finira par les arguments en faveur de toute façon, déterminisme ou pas déterminisme. On n'a pas de libre arbitre, donc ça ne sert pas à grand chose de discuter, savoir si c'est compatible ou pas avec le déterminisme. C'est juste pas possible. Donc la dernière fois, on s'était arrêté, j'avais formulé un peu l'argument de Perboom. J'avais dit qu'il existait deux versions, une version directe où on transfère l'intuition directement d'un cas à un autre sur la base de l'argument selon lequel il n'y a pas de différence significative entre les cas. Et il y avait ce que j'ai appelé la version indirecte, qui était le cas où on transfère l'intuition d'un cas à l'autre parce qu'on a trouvé une explication. Et j'avais cité cet argument... ça marche pas. Parce que je n'ai pas appuyé sur HDMI. Voilà. Et il manque un truc aussi. Ouais, je me disais que... Voilà. Et j'avais parlé de cet article de Mealy où il disait, voilà, une objection qu'on peut faire à l'argument de Perboom, c'est que clairement, l'explication en termes de déterminisme ne fonctionne pas parce que si on prend un cas indéterministe de manipulation, on obtient le même type de résultat. Et on m'avait demandé en quoi c'est gênant pour Perboom. Alors du coup, j'ai relu l'article de Mealy pour voir. Mais vraiment, c'est ça l'argument de Mealy. C'est que Mealy interprète Perboom comme ayant une version indirecte et explicative de l'argument. Il dit voilà, et il cite effectivement Perboom qui dit voilà, la meilleure explication pour notre intuition dans le cas de manipulation originelle, c'est que la personne n'est pas moralement responsable parce qu'elle est déterminée, et donc on peut transférer aux autres cas. Mais c'est vrai qu'en fait, le cas originel de Perboom peut être lu de temps en temps, soit comme une version directe, soit comme une version indirecte. C'est-à-dire c'est la première formulation de l'argument, les deux formulations possibles ne sont pas bien distinctes. Et donc vraiment, l'argument de Mealy, c'est juste ça, c'est dire, en fait, l'argument ne nous permet pas de dire que c'est parce que la personne est déterminée qu'elle n'est pas moralement responsable. Mais du coup, si on utilise une version directe de l'argument, on peut dire, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas responsable dans les cas de manipulation, mais en tout cas, il n'y a pas de différence significative avec les cas, d'agents déterministes dans un monde déterministe sans manipulation. Donc, de toute façon, ces agents-là ne sont pas moralement responsables. Donc, les agents dans un monde déterministe ne sont pas moralement responsables, mais c'est pas clair que ce soit spécifiquement à cause du déterminisme. Ça pourrait être dû à une cause plus générale. Par exemple, au fait que tout ce qu'on fait a une origine, qu'elle soit déterministe ou non. Mais ça, on reverra. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'on verra plus tard quand on parlera de l'argument de la source ultime. L'argument de la source ultime, c'est juste l'argument que si on n'est pas le point final de la chaîne causale qui démarre nos actions, on ne peut pas être moralement responsable. Et je ne vais pas spoiler l'argument, mais en gros, ça repose sur l'intuition selon laquelle si on n'est pas le point de départ de la chaîne causale qui est la cause de nos actions, on n'est pas moralement responsable. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Il y a des gens j'ai vu des gens faire écrire pitié, ne me parlez pas d'intuition dans les questions, donc je dis on n'a toujours pas fini. Alors voilà, donc ça c'était l'argument de la manipulation. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'argument avant que je passe aux objections qu'on pouvait faire à l'argument? Sûrement des questions qui reviendront. Donc les stratégies contre l'argument de la manipulation. Donc une stratégie dont j'ai parlé, c'est de dire c'est pas spécifique au déterminisme, mais selon ce que vous cherchez à démontrer, ça peut ne pas être une solution, parce que si vous élargissez juste la conclusion de l'argument de la manipulation pour que ça touche tout le monde, même les mondes indéterministes, si vous êtes un hard déterministe, à la limite, vous pouvez être content, mais si vous êtes quelqu'un qui veut sauver l'existence du libre arbitre, vous êtes moins content. Donc il y a d'autres stratégies pour répondre à l'argument de la manipulation, et la terminologie qui s'est implantée dans la littérature sur une suggestion de Keynes, c'est de distinguer deux grands types de réponses à l'argument de la manipulation. Ce qu'on appelle les hardline response et les softline response. Alors hardline, c'est que vous y allez, vous bitez the bullet, là, comme ils disent en anglais. C'est l'idée de dire non, mais moi je refuse l'argument de la manipulation parce que ton agent manipulé, il est clairement moralement responsable de ses actes. C'est-à-dire, ok, machin, il a été créé par des scientifiques. Alors le cas où les mecs manipulent chacune des étapes de raisonnement, personne va défendre que le type est moralement responsable. Mais le cas est un peu flou. Mais par contre, si on prend le cas 2, qui était vraiment, le type a été construit comme ça, ils l'ont construit une bonne fois pour toutes, programmé de cette façon, hardwiré pour être égoïste, etc. Puis ils l'ont balancé dans la nature, et puis il fait ses choix tout seul. Un compatibiliste peut dire « Ah oui, non, mais celui-là, en fait, il est moralement responsable. » Donc du coup, l'argument ne décolle même pas, en fait. Si vous voulez, il meurt au démarrage, parce qu'on refuse juste l'idée selon laquelle cet agent, effectivement, il a été créé
pour être comme ça, hein, il est born this way, mais c'est comme c'est lui qui agit sur la base de ses désirs, en raisonnant, en délibérant, il est moralement responsable de ses actes. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve dans la littérature. Par exemple, la dernière fois, on avait parlé de la théorie de Frankfurt, vous vous rappelez, hein, c'est qu'un agent est moralement responsable si il agit sur la base de désirs avec lesquels il est d'accord par des désirs de second ordre. Et donc, avant même que Per Boom formule l'argument de la manipulation, une objection qu'on faisait à Frankfurt, c'était de dire, imagine si un diable, alors c'est un diable dans l'exemple, donc c'est pas un neuroscientifique pour changer, crée une personne de toute pièce, ou même prenez une personne puis lui remodeler entièrement tous ses désirs et ses états mentaux, de façon à ce qu'elle ait certains désirs et des désirs qui portent sur ses désirs. Je veux dire, à partir du moment où vous imaginez un être qui peut créer des désirs dans un agent, ben, il peut lui créer des désirs de second ordre, il peut remodeler entièrement sa psyché de fond en comble de façon à ce qu'il soit d'accord avec ce qu'il désire. Et l'argument, c'était de dire, ah ben là, tu vois, selon ta théorie, toi, Frankfurt, cet agent, il devrait être moralement responsable de ses actes, parce qu'il remplit les critères compatibilistes, hein, il agit selon des désirs avec lesquels il est d'accord, or, il n'est pas moralement responsable, donc c'est un contre-exemple à ta théorie. Puis Frankfurt dit non, bah, cet agent est moralement responsable. Hein. Alors ça peut paraître bizarre, hein, on peut se dire que c'est quand même super contre-intuitif de penser qu'un agent qui a été créé avec certains désirs est moralement responsable de ses actes. Mais en fait, un argument qu'on peut faire, c'est que si on regarde dans la fiction, par exemple, il y a pas mal de cas où on peut trouver des exemples d'êtres fictionnels qui ont été créés d'une certaine façon, puis ça ne nous dérange pas de penser qu'ils sont moralement responsables de leurs actes, en fait. Alors, on va commencer soft. Un exemple qui est classique, qui est pas mal discuté, c'est Tristan et Iseult. Hein, vous savez, c'est l'idée que, superbe histoire d'amour, mais en fait, bon, les mecs sont juste amoureux parce qu'ils ont bu une potion hein, qui les rend amoureux. Mais c'est quand même une super histoire d'amour, quoi. Donc là, il semblerait que c'est un cas, par exemple, où, effectivement, c'est un cas de manipulation, hein, proprement parlé. Mais bon, finalement, ça ne nous dérange pas tant que ça. Ou alors peut-être que vous, ça vous a dérangé quand vous lisez l'histoire, mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui, à travers l'histoire, ont trouvé que c'était pas vraiment un défaut spécifique de l'histoire, le fait que cet amour est une source qui soit une potion d'amour. Enfin, je crois qu'Iseult est plus ou moins amoureuse avant de prendre la potion, dans certaines versions, mais je crois que c'est sa servante qui donne la potion, parce que Iseult est amoureux. Il y avait un truc comme ça, enfin, je me rappelle plus très bien. Elle est censée la donner à Iseult et au roi, mais elle se gourre et la... Ah, ça se gourre. Dans la majorité des versions, elle se gourre, en fait. Ah ouais, moi j'avais l'impression que j'avais une version en tête où elle le faisait parce qu'elle croyait qu'Iseult était amoureux du gars, mais je me trompe peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas fouillé. Dans l'histoire, au bout d'un moment, si la potion fait encore effet ou pas. C'est vrai, on pourrait voir ça comme ça aussi. Ils s'aiment, ils sont devenus amoureux en étant amoureux. Voilà. Mais bon, ça voudrait quand même dire que l'origine de leur amour, c'est un truc sur lequel ils n'avaient pas de contrôle. Donc vous voyez qu'il y a un... Si on veut vraiment plonger dans les détails de l'analyse littéraire, le filtre d'amour, il a été rajouté dans des versions ultérieures pour essayer de justifier le fait que elle était en train de faire de l'adultère, en gros. C'était pour essayer de convaincre les audiences qui écoutaient qu'en fait, non, cet amour pouvait quand même être traité comme noble parce qu'il y a une filtre... Oui. Après, je pense que du coup, si on fait... Et aussi pour justifier que Tristan puisse trahir son roi et que ça soit quand même honorable, quoi, je suppose. On peut pas dire simplement que du coup, la raison pour laquelle dans des exemples littéraires et tout, on est ok avec la situation, c'est parce qu'on le justifie comme un outil au service de l'histoire et pas vraiment comme genre... Peut-être. Alors, un autre exemple qu'on peut prendre comme ça, qui est parfois discuté, c'est, tu prends le Seigneur des Anneaux, voilà, on va viser plus récent. Non mais techniquement, alors si vous prenez les films, c'est plus flagrant, je pense que c'est plus explicite, mais les orques qui sont créés, hein, on les voit, ils sont créés tels quels. Par Saruman par exemple, dans les films, je ne sais pas si vous voyez, il y a les méchants en fait, sont créés tels quels, ils sont très très méchants, puis on n'a pas envie de les excuser pour être méchants quoi. Quand on les voit tuer des gens et tout, on se dit pas « Ah là là, les mecs, ils ont été créés de façon déterministe, etc. » C'est vraiment trop triste, oui. Après, des choses, moi j'avoue que ça m'a beaucoup plus perturbé que toute l'histoire du déterminisme. Je ne sais pas si c'est des études très robustes, mais en gros, par exemple, si vous passez sur un pont suspendu qui fait très très peur avec, je ne sais pas, une guide, oui. à l'arrivée en nageant, mais je ne sais pas combien de fois de plus de chances d'avoir des sentiments pour cette personne, alors que c'est juste qu'on a... Oui, on projette son émoi sur la personne en pensant que c'est elle qui... C'est juste l'état de arousal apparemment, que du coup on se retrouve dans cet état et puis on colle n'importe quoi derrière et c'est pas mieux qu'une potion, je veux dire. Mais c'est perturbant. Alors oui. Bon, ça c'est pour l'amour du coup. Oui. Ouais. Ouais, après bon, je vais pas rentrer dans cette littérature parce que j'ai tellement pas confiance dans cette littérature que... J'ai vu ça plusieurs fois et c'était... Ouais, elle est connue cette expérience, mais
Mais voilà, mais oui. Ouais, mais là, je prenais vraiment des cas de gens créés tels quels, quoi, pour que ça soit vraiment radical. Embêté quand même qu'avec la potion, bizarrement. On pourrait dire que c'est juste que les gens se trompent, en fait. C'est pas qu'ils ont les... C'est vrai qu'il y a une... C'est-à-dire que sur le long terme, on n'est pas sûr que c'est des effets et puis qu'ils aillent demander la personne en mariage, quoi. Ouais. Oui. Mais du coup, dans le cadre genre, de Star Wars et des clones, on a genre, implanté l'idée que ça marche comment? Alors là, c'est assez différent. Ça dépend si... Alors déjà, si on prend les films, hein, là, on rentre dans des questions d'exégèse très profondes. Dans les films, il n'y a pas d'histoire de puce, on ne sait pas trop. Et donc la puce, les puces, ça apparaît dans la série. Et dans la série, c'est clair qu'ils sont tout mignons, tout gentils, enfin, plus ou moins. Et que d'un coup, ils sont obligés d'agir contre leur volonté. Donc dans ce cas-là, c'est clair que tu n'as pas envie de dire qu'ils sont responsables, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été créés de cette façon. Tu as l'impression qu'ils ont des désirs qui viennent de l'extérieur, induits par la puce, qui vont contredire ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Donc là, on parle vraiment de gens qui ont été créés, qui n'ont pas de conflit intérieur, tu vois. Ils ont été créés de cette façon-là. Parce que dans ce cas-là, la plupart des compatibilistes diraient non, ils ne sont pas moralement responsables d'avoir fait ça parce que clairement, ils ont des désirs conflictuels, tu vois. Au fond, ils n'ont pas vraiment envie de faire ça, c'est comme une sorte de compulsion. Tandis que là, l'idée, c'est vraiment, si on prend des personnages de fiction qui sont créés tels quels, eh ben, on peut trouver des personnages de fiction dans lesquels voilà, ils ont été créés, ils sont méchants parce qu'ils ont été créés pour être méchants, ou alors à la limite, ils ont été gentils, ils sont gentils parce qu'ils ont été créés pour être gentils, mais les gens ont beaucoup moins de mal avec la gentillesse, on verra ça bientôt. Souvent, les problèmes, ça vient sur les gens qui se comportent de façon méchante, et puis finalement, on n'a pas forcément d'intuition très forte que ces gens-là soient pas moralement responsables de leurs actes, quoi. Donc c'était pour ça... Donc une façon justement de rejeter l'argument de la manipulation, c'est que si tu prends un agent qui n'est pas manipulé seconde par seconde, donc qui est vraiment un agent fonctionnel normal, mais qui a été créé de façon à ce qu'il ait ces désirs-là et pas d'autres, alors c'est pas clair que finalement on puisse pas dire qu'il soit pas moralement responsable. Au moins selon la hardline responses. Donc vraiment la hardline responses, c'est dire si on décrit vraiment le scénario de manipulation, et si c'est pas un scénario de manipulation trop bizarre, donc si c'est vraiment quelqu'un qui a été créé de cette façon-là, bah c'est pas super clair en fait que cette personne ne soit pas moralement responsable de ses actes. Effectivement, elle a été créée pour avoir ces désirs-là et agir de cette façon-là, mais si son processus délibératif, il est fait de il est ainsi, bon bah du coup pourquoi penser que cette personne n'est pas moralement responsable, quoi. Donc ça c'est bon c'est pas le truc le plus tenté, hein, je vais vous avouer, mais c'est quelque chose qui se tente, hein, selon la version de l'argument de la manipulation que vous avez devant. Et enfin, ce qu'on appelle les soft line responses, c'est juste de dire bon ok, l'agent il n'est pas moralement responsable dans le cas de manipulation, mais il y a des différences moralement pertinentes entre ce cas-là et les autres cas. Et donc en fait, tout le débat sur les arguments de manipulation, c'est de créer un cas de manipulation où les gens ont toujours envie de dire que l'agent n'est pas moralement responsable, parce que sinon vous tombez en proie à la hardline responses. Hein, si votre manipulation est trop soft, les gens vont dire bon bah pourquoi penser qu'il n'est pas moralement responsable. Mais il faut quand même qu'elle soit assez soft pour qu'il n'y ait pas de différence perceptible entre un agent manipulé et l'agent dans un monde déterministe auquel vous voulez arriver. Et donc du coup, quelles sont les différences moralement pertinentes qu'il pourrait y avoir, par exemple, dans l'argument de Per Boom, par exemple, entre l'agent manipulé et l'agent et les autres types d'agents, par exemple l'agent qui est endoctriné ou l'agent qui vit dans un monde déterministe. Un certain nombre de théories qu'on peut appeler la rescousse, c'est l'idée que la personne qui est manipulée, elle ne fait pas vraiment ce qu'elle veut vraiment. Tandis que dans un monde déterministe, par contre, on peut faire ce qu'on veut vraiment. Donc il y a l'idée que agir selon des désirs, c'est pas toujours agir selon ce qu'on veut vraiment. Il faut distinguer plusieurs types de désirs et de motivations. Et il y en a qui sont vraiment les nôtres, et il y en a qui sont pas vraiment les nôtres. Hein. Je vais préciser, hein, je vous rassure. C'est pas ces slides. Donc vraiment l'idée c'est ça, c'est que dans le compatibilisme, l'idée selon laquelle on serait libre dès qu'on agit selon ce qu'on veut, on a vu qu'elle était un peu bizarre, parce que clairement, il y a des fois où on agit selon un désir, et puis si ce désir est une sorte de toc ou d'addiction à laquelle on n'arrive pas à résister, c'est bizarre de dire qu'on est libre parce qu'on agit selon nos désirs. Et une façon de sauver le compatibilisme, c'est d'avoir un compatibilisme dans le cas où on dit, en fait ça c'est des désirs, mais c'est pas des choses qu'on veut vraiment. Hein, voilà. Par exemple, je sais pas si j'ai une envie de démanger très très fort qui arrive, c'est pas une envie qui vient de mes valeurs profondes, hein, c'est une sorte de chose physiologique, c'est pas
c'est un de mes désirs hein, dans un sens superficiel, mais c'est pas un de mes désirs dans un sens profond. Ça représente pas ce que je veux vraiment. Hein. Le fait de se gratter ne fait pas partie de mon top 3 des actions des meilleures actions dans la vie. Et c'est déjà une idée qu'on retrouve hein, dans le compatibilisme. Chez Hume, il y avait déjà cette idée que finalement, les actions qui correspondent le plus à notre caractère, on est d'autant plus libre quand on suit un désir que ce désir correspond au désir qu'on a habituellement. Hein. Il y avait vraiment cette idée que finalement, être libre, c'est faire ce qui est le plus prédictible d'une certaine façon, parce que si mon désir correspond à des désirs que j'ai tout le temps, bah, au moins c'est clairement mes désirs, c'est pas une sorte de coup de folie ou de caprice ou de choses qui arrivent comme ça, vous voyez. Et chez Frankfurt, il y avait cette idée, une autre façon de formuler cette idée, c'est voilà, les désirs qui comptent, c'est les désirs que j'ai les désirs d'effectuer. Donc vraiment, dans la littérature contemporaine, une des premières façons de formuler cette idée, qu'il y a des désirs qui sont plus importants que d'autres, c'est celle de Frankfurt. Hein, c'est de dire, voilà, les désirs, on est libre quand on agit selon ce qu'on veut vraiment. Et qu'est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? C'est les désirs qu'on désire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les théories. Dans la littérature, c'est une grande famille de théories qu'on appelle les théories identificationnistes, ou en anglais, ils appellent ça mesh theories, de la responsabilité morale. C'est-à-dire que je suis moralement responsable de mes actions quand j'agis sur la base de motivations, on ne va pas parler juste de désirs, mais de motivations qui sont vraiment les miennes, qui sont vraiment les miennes et pas des sortes de choses extérieures, comme, par exemple un truc induit par hypnose ou l'effet de la publicité, un truc subliminal qui me pousserait à agir sans que j'en ai conscience. Oui? Mais si un désir de second ordre pourrait ne pas correspondre à un désir de second ordre, de premier ordre, on pourrait dire en revanche qu'au même titre qu'un désir de premier ordre qui serait relatif à une addiction ou une allergie, on ne choisit pas beaucoup plus un désir de premier ordre quelconque, parce qu'on ne choisit pas ce qu'on désire, on désire ce qu'on désire, on n'a pas fait parmi une liste Alors non, il n'y a pas d'idée de choix, hein. C'est quelque chose qui se passe de l'idée de choix, donc c'est pas l'idée, on n'est pas dans une forme d'existentialisme où on choisirait nos désirs. L'idée c'est qu'il y a des désirs qui sont vraiment les nôtres, auxquels on s'identifie, mais c'est indépendamment de l'idée qu'on aurait pu choisir nos désirs, vous voyez. C'est quelque chose qui part de l'idée que les désirs sont vraiment les nôtres, mais ça ne veut pas dire qu'on a eu le choix. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement détaché de l'idée de choix. À la limite, la version de Frankfurt est quelque chose qui s'en rapproche le plus, parce qu'il y a l'idée qu'on peut désirer certains désirs. Alors c'est pas le choix, mais il y a l'idée d'une sorte d'approbation, mais on va voir qu'il y a des théories ensuite qui se passent complètement de cette dimension. C'est vraiment distinguer ce qui fait vraiment partie de moi-même et ce qui est plus périphérique en fait. Mais c'est curieux, je trouve, l'idée de... quand on met ça en évidence, parce que quand on dit ce qui fait vraiment partie de moi-même, ça peut donner l'impression que, comme on a évoqué plusieurs fois le terme de délibération, qu'il y a eu quelque chose de conscient, un processus des choix, alors que on choisit pas ce qu'on désire, on désire ce qu'on désire parce qu'on le ressent comme ça, parce que ça vient comme Alors ça. non, dans ces théories, la délibération, c'est ce par quoi on va transformer nos motivations, nos valeurs en décisions particulières sur un point. Mais donc toutes les valeurs et les désirs préexistent à la délibération. La délibération, c'est juste la mise en exercice, c'est l'application de ces valeurs et de ces désirs à une situation. C'est pas quelque chose par lequel on va choisir nos valeurs. Donc il n'y a vraiment pas du tout cette notion de se choisir soi-même en fait. C'est plutôt la notion d'être soi-même si vous voulez. Donc, au final, on est assez proche d'un certain déterminisme. Alors du coup, c'est des théories qui sont compatibilistes en fait. Ces théories-là, ce sont des théories profondément compatibilistes. C'est l'idée que ce qui compte pour être libre, c'est qu'on agit sur la base de désirs et de motivations qui sont vraiment les nôtres. Et le fait de savoir si ces désirs ont une origine déterministe ne dit rien de savoir si c'est vraiment les nôtres, quoi. Un argument qu'on pourrait utiliser, alors je vais replonger plus en profondeur dans les théories, on peut donner quelques exemples, mais un argument qu'on pourrait utiliser, c'est que les choses les désirs qui m'identifient moi-même, ceux qui font le fond de ma personnalité, c'est peut-être ceux sur lesquels j'ai le moins de contrôle, justement. Parce que s'il y a un désir dont je peux me débarrasser, finalement, de façon facile, juste par délibération, c'est peut-être qu'il y a un truc qui ne me tenait pas vraiment à cœur. C'est que ça ne fait pas le fond de ma personnalité, en fait. Par exemple, si on reprend le cas de l'amour, qui est toujours un cas qu'on peut utiliser dans ces discussions, c'est de dire, voilà, si vous pouvez choisir sur commande d'aimer ou pas quelqu'un, on pourrait se demander si vous l'aimez vraiment. Vous voyez un peu l'idée? Parce que c'est un peu, alors on va dire, c'est une image un peu romantique, ou quand on aime vraiment, on n'a plus de contrôle, etc. Mais voilà, c'est un peu ça l'image. C'est un peu ça l'image. Les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, vous ne pouvez pas choisir qu'elles ne vous tiennent pas à cœur. C'est justement,
parce qu'elles échappent à votre contrôle que ça prouve bien que c'est ceux qui sont vraiment importants et qui font le fond de votre personnalité, quoi, d'une certaine façon. Alors, je vais reprendre quelques exemples. Donc, l'exemple classique, là, on va dire la théorie Princeps pour le XXe siècle, c'est celle de Frankfurt. Hein, donc, mais celle de Frankfurt, elle a reçu un certain nombre de contre-exemples. Et un contre-exemple qui est beaucoup discuté dans la littérature, dans cet article qui est pas mal discuté, c'est le cas de Huckleberry Finn. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Huckleberry Finn de Mark Twain. Donc, vous savez, c'est le copain de Tom Sawyer. Vous avez peut-être lu Tom Sawyer. Donc, en gros, Huckleberry Finn, dans le roman Huckleberry Finn, quel est le truc important pour l'exemple philosophique? C'est que, en fait, dans les aventures d'Huckleberry Finn, Huckleberry Finn aide un esclave noir à s'échapper. Ça fait partie des tribulations. Il partage son périple pendant un moment avec un esclave noir qui l'aide à s'échapper. Mais il se trouve qu'il pense que c'est mal. Parce qu'il a été élevé dans l'Amérique de cette époque-là. Et il pense que les esclaves appartiennent à leur maître, quoi. Et que donc, en aidant l'esclave à s'échapper, il est en train de faire une connerie. Et que la raison, la morale, voudrait qu'il aille le dénoncer, en fait. Donc, pendant l'histoire, Huckleberry Finn aide l'esclave à s'échapper. Grâce à Huckleberry, l'esclave s'échappe. Donc, on aura envie de dire, il a fait quelque chose de bien, il a aidé un esclave à s'échapper, donc il mérite d'être loué pour ça, vous voyez. Et là, quelqu'un pourrait dire, non, moi, si on est frankfurtien, on doit dire, non, parce qu'il ne s'identifie pas vraiment au désir qui l'ont poussé à aider l'esclave. Alors oui, il avait le désir d'aider l'esclave, c'est ce qui l'a amené à aider l'esclave, mais il avait ses désirs de second ordre d'arrêter de faire des conneries et d'enfin le dénoncer comme tout bon citoyen devrait le faire, vous voyez. Et ce que disent Harpali et Schroeder dans cet article, c'est que c'est un cas qui est un contre-exemple au cas Frankfurt, et c'est un cas qui est un cas spécifique de ce qu'ils appellent l'acrasie inversée. Alors qu'est-ce que c'est l'acrasie inversée? Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'acrasie déjà. L'acrasia, c'est un terme qu'on reprend d'Aristote, c'est l'idée d'agir contre ce qu'on pense être le mieux. Alors, c'est pas la même chose que la faiblesse de la volonté. Hein. Alors, c'est un peu subtil. La faiblesse de la volonté, c'est aller à l'encontre de ce que vous avez décidé de faire. Donc, c'est quand votre action s'oppose à votre décision. Et l'acrasia, ça va à l'opposé de ce que vous aviez, de ce que vous considérez être le mieux. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez prendre une délibération à la con. Je ne sais pas, vous êtes existentialiste. Demain, je vais faire ça pour prouver que je suis libre. Oui, il n'y a aucune bonne raison de faire ça. Hein. C'est complètement idiot, mais au moins, j'aurais prouvé que je suis libre parce que j'aurais fait un acte complètement libre, sans raison. Et finalement, quand vous arrivez au moment de faire l'acte, vous ne le faites pas parce que vous dites que c'est vraiment trop con. Donc là, dans ce cas-là, vous avez fait preuve de faiblesse de la volonté. Vous n'êtes pas tenu à votre délibération, mais ce n'est pas de l'acrasie parce que vous avez fait ce que vous pensiez être le meilleur. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, pourquoi c'est un cas d'acrasie inversée? Parce que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, Harpali et Schroeder notent le fait que, en général, quand on discute d'acrasie dans la littérature philosophique, et même en général, on discute toujours de personnes qui font quelque chose de mal, alors qu'elles avaient vu qu'elles se disaient qu'il fallait qu'elles fassent quelque chose qu'on considère bien. Mais là, le cas de Huckleberry Finn, c'est qu'on a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, et alors qu'il pensait qu'il aurait dû faire quelque chose que nous considérons mal, vous voyez. Et ils disent, voilà, dans ces cas-là, il y a beaucoup de théories, dont celle de Frankfurt, qui n'arrivent pas à rendre compte de nos intuitions, parce qu'on a quand même envie de dire que Huckleberry Finn mérite d'être loué, mérite d'être félicité pour avoir aidé la personne à s'échapper, même si lui-même il avait des désirs de second ordre qui allaient à l'inverse de ça, quoi. Hein. L'autre exemple qu'ils reprennent chez Aristote, ils disent le premier cas d'acrasie inversée, c'est chez Aristote où quelqu'un un méchant doit tuer, dans je ne sais plus quelle pièce, un des personnages gentils, et puis finalement, il n'arrive pas à le faire, et il fait une sorte de faiblesse, et il décide de ne pas tuer la personne, puis de tout lui avouer, de balancer tous ses collaborateurs. Et ils disent, dans ce cas-là, cette personne a fait preuve d'acrasie, mais on a quand même envie de la féliciter. Alors que quand les gens font preuve d'acrasie pour un truc qu'on considère mal, on a plus envie de les décharger un petit peu, souvent quand même. On se dit, voilà, bon. Oui, il y avait une question? Et il est un peu déterminé dans ce voilà. Et le désir, qui n'est pas de second ordre mais de premier ordre, ce serait plutôt une sorte d'humanité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas par là qu'on pourrait expliquer un peu. C'est là-dessus que vont s'appuyer des théories que je vais décrire après. C'est vraiment cette idée qu'il y a un truc qui est quelque chose d'extérieur
Et puis, voilà, le cœur, la compassion, ça vient vraiment de la personne. Et tous les autres trucs, c'est la société, les règles, une sorte de carcan intellectuel, si vous voulez. Après, bon, le problème, c'est qu'on va voir que c'est bien gentil qu'on l'applique à un exemple, mais après, faire la limite entre les deux. Par exemple, un argument qu'on peut opposer, par exemple, à l'argument de la manipulation, vous allez voir, c'est pertinent par rapport à ce que vous allez dire, c'est que certains disent, oui, mais par exemple, si je dis que voilà, telle personne est vertueuse, et que c'est parce qu'elle a été si bien éduquée par ses parents et tout, grâce à l'éducation, etc., en général, on n'a pas l'impression que ça soit une phrase qu'on utilise pour diminuer sa responsabilité morale, vous voyez. Donc dans ce cas-là, le fait que ça vienne de la société, ça n'a pas l'air d'être un problème. Par contre, quand on le dit pour quelqu'un qui fait quelque chose de mal, là, ça ressemble plus à une excuse. Hein, là, oui, bon, là, il fait des conneries, mais c'est parce qu'il a été mal éduqué, le pauvre, vous voyez. Si cette personne qui est bien éduquée fait une connerie, on va dire en plus, regarde tes parents, ils sont géniaux, la pauvreté parfaite. Ouais. Et donc dans ce cas-là, je vois qu'il y a une asymétrie, Ouais. mais ça pourrait quand même rentrer dans le Oui, le truc, c'est de réussir à faire rentrer la symétrie dans le truc. Donc je vais en parler. Donc du coup, vous voyez en quoi Frankfurt n'arrive pas à rendre de ce cas-là, mais qu'effectivement, on a quand même l'intuition que finalement, on a envie de dire que, oui, mais en fait, ce que veut vraiment Huckleberry Finn, c'est aider l'esclave. Le reste, c'est juste des idées qu'on lui a mis en tête, mais c'est pas vraiment lui, quoi. Mais si on veut conserver cette intuition, il faut une autre formulation que celle de Frankfurt. Hein. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça? Donc après, justement, il y a des théories qui ont essayé d'explorer comment formuler ce genre de théorie, mais en rendant compte de ces exemples-là. Et une des premières théories comme ça, c'est celle de Gary Watson, dont j'avais déjà parlé dans la première séance, qui, dans cet article, donne une théorie ce qu'on appelle une théorie du vrai soi. Et lui, il trace la distinction de la façon suivante en disant il faut distinguer les choses auxquelles nous accordons de la valeur et celles que nous désirons seulement. Alors, du coup, là, c'est pas qu'on désire désirer, mais c'est qu'il essaie de distinguer deux attitudes. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez flou, mais l'idée, c'est qu'il y a des choses qu'on a juste envie d'avoir, comme ça, et il y a des choses pour lesquelles nous donnons une certaine importance supérieure. Nous donnons une valeur à ces choses-là. Donc, en anglais, ça passe bien parce que to value, c'est un verbe. Et effectivement, les gens, quand on leur demande ce qu'ils désirent et ce qu'ils value, c'est pas exactement la même chose en anglais. Donc, il y a vraiment juste désirer, le truc vraiment de base, et il y a donner de la valeur à quelque chose. Et donc, par exemple, je peux donner de la valeur à la moralité, à la connaissance, à ces choses-là, et puis je peux désirer, là j'ai très très soif, et je désire satisfaire ma soif, mais je valorise pas le fait de satisfaire les besoins naturels, c'est juste un truc que je désire. Je sais pas si vous voyez un peu la distinction. Alors je vous laisse lire l'article, parce qu'en fait je ne vais pas rentrer dans le détail de cette théorie, je la cite juste parce que c'est une des plus connues, mais c'est très très compliqué, parce qu'il essaie de mettre ça en relation avec l'idée que la valeur c'est plutôt quelque chose qui dépend un peu de la raison, du raisonnement, du fait d'avoir réfléchi à ce qu'il y avait vraiment de la valeur. Pas de la délibération, mais oui. Oui, justement j'avais l'impression que ce serait un moyen de reprendre, d'expliquer le fait qu'on a des désirs qu'on ne choisit pas. En revanche, par rapport à certaines normes, le bien, le mal, en admettant que ça existe réellement objectivement, on peut contrôler ou aller à l'encontre de certains désirs si on les juge être moralement mauvais. Alors oui, ça, personne nie, même les compatibilistes, ni les déterministes, nie que les motivations peuvent en contredire d'autres, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est que certaines motivations qui, par exemple, sont ce qu'on valorise, peut aller à l'encontre de ce qu'on désire. Puis des fois, c'est les désirs qui vont gagner. Peut-être que mon désir de, manger beaucoup de chocolat va au-dessus de ma valorisation du corps, de la perfection du corps humain, parce que j'ai un culte de la santé et du sport, ça se voit d'ailleurs. Et voilà. Donc l'idée, c'est il peut y avoir des contradictions comme ça, et on peut rendre compte de ces contradictions en disant les motivations peuvent entrer en contradiction, et il y a certaines motivations qui représentent plus des choses que non seulement nous désirons, mais auxquelles nous donnons une vraie valeur. Et c'est là où nous sommes libres, c'est quand nous agissons sur la base de ce que nous valorisons, pas juste de ce que nous désirons, vous voyez. Alors des objections qui sont faites à ça, c'est que c'est un peu fort comme contrainte sur la responsabilité morale, quoi. Parce que ça voudrait dire, imaginons que je valorise l'honnêteté, mais que,
mon désir de m'acheter je ne sais quelle chose est plus fort que ma valorisation de l'honnêteté, et donc c'est pour ça que je vole dans la caisse de mon entreprise. Bah, du coup, voilà, je suis pas vraiment moralement responsable, parce qu'en vrai, j'avais juste envie, c'était juste un désir de voler de l'argent, mais je valorise pas la malhonnêteté et le fait de faire ces choses-là. Donc là, il y a des... Là, alors c'est peut-être vrai que l'esprit humain est structuré comme ça, hein. C'est pas une critique sur l'idée de considérer l'esprit humain structuré comme ça, mais comme condition sur la responsabilité morale, ça paraît un peu trop léger, quoi. Ça voudrait dire que à partir du moment où ça reflète pas mes valeurs, si j'agis par faiblesse, par un désir, alors du coup je serai pas moralement responsable. Et ça c'est un peu... voilà, c'est une des critiques qu'on peut faire à la théorie. Et l'autre critique qu'on lui a fait, c'est justement cette équivalence qu'il a l'air de faire entre les choses auxquelles on a réfléchi versus des simples désirs. L'idée que la réflexion serait une marque de la valorisation, pas mal de gens sont un peu douteux là-dessus. Par exemple, on peut reprendre l'exemple de Huckleberry Finn. L'idée, c'est que peut-être qu'il ne réfléchit pas beaucoup justement au fait de savoir si l'esclave, si c'est bien... En fait, il réfléchit beaucoup au fait que ça soit pas bien d'aider l'esclave, en fait. Et le fait d'aider l'esclave est instinctif, quoi. Donc, bon, on peut dire qu'on peut avoir une autre théorie de la valorisation en disant que oui, en fait, il valorise vraiment la vie de cet esclave et sa liberté. C'est juste, mais il n'a pas besoin de réfléchir ou de délibérer sur la question pour le faire, quoi. Est-ce que ça va? Oui, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire qu'en admettant qu'on a accès à des valeurs et on a les moyens de les appliquer, qu'on est moralement responsable si on laisse nos désirs outrepasser ces valeurs. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on... je vois tout à fait le genre de théorie, mais du coup, est-ce que ça reste compatibiliste? Parce que... Ah non, voilà, c'est ça, on est d'accord. On est d'accord, parce qu'en fait, ce que vous réintroduisez là-dedans, c'est une sorte de contrôle de possibilités alternatives. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai accès à ces valeurs, j'avais la possibilité de résister à ces désirs. Et on pourrait dire, quelqu'un qui serait privé de l'accès à ces valeurs, qui serait qu'un être de désir, mais lui ne pourrait pas être moralement responsable parce qu'il n'aurait pas ce pouvoir, etc. Mais du coup, c'est pas ce que cherche à faire ce genre de théorie. Il y avait une question là-bas? Je comprends bien la distinction entre ce qu'on valorise et ce qu'on désire, mais pourquoi est-ce que ce qui est valorisé est forcément... C'est pas plus profond, c'est plus moi-même, c'est pas l'idée. On pourrait dire par exemple, je sais pas, l'honnêteté ou toutes les valeurs morales, on pourrait dire qu'elles sont encore plus déterminées par... typiquement, j'ai l'impression que c'est encore plus l'influence des autres. Alors là, cette théorie-là, essaye pas de dire que ne prend pas en compte l'origine. En fait, l'idée c'est que, j'en reparlerai après, mais pour cette théorie, l'idée c'est que j'ai pas besoin de savoir d'où viennent théoriquement, j'aurais pas besoin de savoir d'où viennent mes dispositions. Je pourrais juste avoir une sorte d'imagerie, de radio de mon esprit actuel, puis je verrai, voilà, mes désirs centraux, ce que je valorise vraiment, c'est ça, donc je suis libre parce que j'agis sur la base de ça. Et le fait que ça vienne de l'éducation ou d'autres choses, donc ça ne rend pas compte de cette idée que les trucs venus de l'extérieur seraient plus bizarres dans cette théorie. Du coup, plus moi-même, dans quel sens? Parce que c'est ce à quoi je tiens vraiment. Tandis que le reste, c'est juste des désirs qui me traversent. L'idée, c'est un peu ça l'exemple. C'est comme une démangeaison, c'est un désir que vous avez, c'est vous qui êtes le sujet de ce désir, mais vous n'allez pas dire c'est vraiment... voilà, ça n'exprime pas votre vision de la vie, votre vision du bien, votre vision de ce qui est bon, quoi. C'est quelque chose qui s'impose à vous indépendamment de qui vous êtes. C'est-à-dire n'importe qui dans la même situation aurait la même démangeaison, etc. Vous voyez ? Tandis que voilà, si vous voulez suivre cette voie plutôt qu'une autre, ce désir-là, par contre, il est censé refléter quand même des choses, des valeurs qui sont les vôtres, etc. Vous faites partie d'une société dans laquelle il n'y a pas de choix et tout le monde doit désirer la même carrière, etc. Mais donc ce serait ça justement l'idée. Par exemple, si vous avez mal à la dent, vous avez le désir que la douleur cesse, mais ça n'exprime absolument rien sur qui vous êtes et sur vos valeurs, vous voyez. Donc c'est pas vraiment un désir. J'aurais quand même tendance à dire que ça exprime quelque chose. Ça exprime que vous avez mal aux dents. Ouais, mais ça exprime que... voilà, la même... Ouais, ok. L'idée, c'est que vous auriez des valeurs complètement différentes. Dans la même situation, vous auriez quand même mal aux dents et le désir de ne plus avoir mal aux dents. C'est ça l'idée. C'est que ça ne dépend pas de qui vous êtes, en fait. Donc ça n'exprime rien sur vous spécialement. Mais donc ça veut dire que chaque personne a une sorte de set de valeurs. Ah bah oui, ça dépend des personnes. Enfin, il y en a sûrement qui ont les mêmes. Hein. L'idée c'est pas que tout le monde est indiscernable et puis nous sommes tous uniques et blablabla. C'est juste que voilà, c'est pas forcément les mêmes chez tout le monde. Oui, il y a une question. Beaucoup du mal à la dent, c'est très chiant, on parle du masochisme. Le désir que le mal à la dent continue, celui-là il serait particulier à vous.
Mais voilà. Donc celui-là reflèterait éventuellement vos valeurs profondes, quoi. Oui. Mais en fait, est-ce que c'est... Enfin, je sais plus, j'ai peut-être lu ça dans un article Bellman, mais l'enjeu, c'est pas surtout que, par exemple, je peux accorder de la valeur à quelque chose et ne pas désirer cette chose et vice-versa. Et en fait, c'est le côté... les valeurs peuvent entrer en contradiction avec les désirs parce qu'on peut en fait aspirer à certaines valeurs. Alors chez Watson, c'est clair qu'on peut désirer sans donner de valeur, mais je pense pas qu'il dirait qu'on peut donner de la valeur sans vraiment avoir aucun désir. Faudrait que je relise ça à un moment, mais je suis pas bien sûr. Par exemple, je peux désirer, je sais pas, devenir très très pointu. Je peux accorder de la valeur au fait devenir très très pointu sur la question du déterminisme causal, mais je ne peux pas pour autant désirer faire le travail. Alors oui, il faut peut-être que j'ai pas bien exprimé. Donc là, c'est vraiment accorder de la valeur personnelle, quoi. C'est pas juste se dire ah bah ça dans l'absolu c'est ah bah oui, il faut connaître plein de choses pour être pointu sur ce sujet-là, c'est assez impressionnant. Puis j'ai réfléchi 3 secondes, puis j'oublie, quoi. Là, c'est vraiment accorder personnellement de la valeur, quoi. Donc ça vient avec une force motivationnelle. Voilà, c'est ça. C'est l'idée que ça fait pas. C'est un type de motivation. Les motivations se distinguent entre le désir et le fait de donner de la valeur. Donc voilà, justement, un des arguments qu'on peut faire contre la théorie de Watson aussi, c'est dire que parfois nous pensons donner de la valeur à des choses, ce sont des réflexes culturels. Par exemple, donc c'est ce que défendent les gens dans l'article sur Huckleberry Finn. Ils parlent aussi de la théorie de Watson en disant, pour nous cette théorie, elle ne répond pas au défi parce que on pourrait dire que selon le critère de Watson, finalement, Huckleberry Finn, ce qu'il value vraiment, c'est dénoncer l'esclave, quoi. Et oui. Mais si la valeur, c'est ce à quoi nous on accorde la valeur, en quoi est-ce que ça se distingue d'un désir ? Alors l'idée, c'est que désirer quelque chose et accorder de la valeur à quelque chose, c'est pas exactement la même chose. Ça implique pas le même type d'attitude. C'est-à-dire que vous serez prêt à sacrifier. Par exemple, vous pouvez trouver qu'un vin, c'est quelque chose qui est désirable, mais par exemple, si on vous propose une bouteille de vin et vous l'échangez contre 2 bouteilles équivalentes, par exemple, vous allez le faire parce que c'est juste un truc de satisfaction des désirs. Tandis que le bien-être d'une personne, par exemple, vous pouvez valoriser le bien-être d'une personne et là, vous pouvez dire que le fait de valoriser le bien-être d'une personne, ça implique de le protéger et pas de l'échanger comme un truc commodifiable, vous voyez. L'idée, c'est qu'il y a un... Alors, c'est très... je ne vais pas rentrer dans cette littérature parce qu'il y a toute une littérature autour des values, du fait d'avoir du care pour quelque chose, qui est une attitude vraiment différente de celle de désirer. C'est l'idée que ça va avec... c'est avec l'idée que le désir, c'est que c'est quelque chose qui est... vous désirez quelque chose parce que vous le valorisez en tant qu'objet de satisfaction personnelle, tandis que dans la valorisation, il y a quelque chose en plus. Ça revêt une importance un peu indépendante de la satisfaction de vos désirs personnels. Je ne sais pas si je le formule comme ça, si ça vous va. Donc par exemple, quand vous valuez quelque chose ou que vous avez du care pour quelque chose, à la limite, vous pourriez même vous sacrifier pour le bien de cette chose-là, par exemple. Je ne sais pas, peut-être que vous valorisez le fait d'être spécialiste du free will et donc vous allez sacrifier tout ce qui vous tient à cœur pour le devenir. Je ne vous conseille pas. Mais ce serait un cas. Ce ne serait pas juste un désir. C'est pas juste que c'est un désir plus fort puis vous êtes prêt à sacrifier d'autres satisfactions parce que ça vous apportera une satisfaction supérieure, c'est parce que ça revêt une importance qui dépasse votre propre satisfaction individuelle, quoi. Est-ce que ça va comme ça ? Mais il y a plusieurs façons de le formuler, donc c'est pas forcément la mienne qui est la bonne, mais la façon la plus intuitive dont je le formulerai, ce serait comme ça. Alors il y a d'autres conceptions, donc une des théories les plus récentes, c'est ce qu'on appelle la Deep Self Theory, qui a été proposée par Chandra Sripada. C'est l'idée que il faut distinguer dans l'organisation de l'esprit humain des désirs, des motivations qui sont plus profondes et d'autres qui sont plus superficielles. Alors je vais revenir dessus, vous inquiétez pas, et qu'une action qu'on est responsable de nos actions si elles reflètent justement notre moi profond, ce que nous sommes tout au fond, les motivations qui forment le fond de mon moi. Alors je vais détailler. Donc voilà, la thèse, il la formule comme ça. Une action A exprime un motif M si et seulement si, durant l'opération de mécanismes psychologiques dirigés vers l'action qui sont impliqués dans la production de A, M exerce une influence motivationnelle en faveur de A. En gros, l'idée, c'est qu'une action reflète une motivation
si elle a été produite par des mécanismes qui sont influencés par cette motivation. Ça, je pense que c'est assez clair. L'idée, c'est que, par exemple, si vous faites des études de philosophie sans aucun intérêt pour la philosophie, vos études, le fait que vous fassiez des études ne reflète pas une motivation profonde pour la philosophie. Mais si vous faites de la philosophie parce que vous aimez beaucoup la philosophie, alors votre action reflète votre amour pour la philosophie. Ça va jusque-là? Et justement, donc qu'est-ce que c'est parmi ces motivations, il y a différents types de motivations qu'une action peut exprimer, et il y en a certaines qui sont plus profondes que d'autres. Et l'idée, c'est qu'une action exprime le soi d'une personne, le soi profond d'une personne, si le motif qui se transparaît dans cette action, c'est quelque chose au sujet duquel quelqu'un care, vraiment attribue un certain degré de valeur très très important, vous voyez. C'est toujours un peu la même idée que l'autre, sauf qu'il n'y a plus du tout cette idée que l'un doit être l'objet d'une délibération, d'une raison. Chez Sripada, c'est vraiment juste, il n'y a pas d'idée que la raison serait plus profonde et le truc instinctif serait moins profond, etc. Oui. Juste du coup, parce que donc Sripada dit qu'on est moralement responsable de nos actions si celles-ci reflètent notre moi profond, ça implique également si le raisonnement reflète notre moi profond. Par exemple, si j'en ai rien à faire des oiseaux en général, mais que pour atteindre un objectif qui tient vraiment à cœur mes opinions et mes valeurs, je dois aller regarder des oiseaux pendant 24 heures dans la forêt. Est-ce que là, dans ce cas-là, le fait que je regarde les oiseaux reflèterait mon moi profond parce que les raisons le reflètent, ou est-ce que non, voilà, si vous allez regarder si vous allez passer 24 heures en forêt, regarder des oiseaux juste pour être avec une personne qui elle aime les oiseaux, votre action ne reflète pas un amour des oiseaux. Hein. Okay. Voilà, donc il reflète l'amour que vous avez pour cette personne, par exemple. Un amour très profond, du coup. Mais pour le coup, mais du coup, le fait que vous ayez pensé aux oiseaux, le fait que les oiseaux apparaissent comme un moyen dans la délibération ne dit rien. Ce qui compte, c'est vraiment la motivation ultime. Si c'est un désir juste instrumental, ça compte pas. L'idée, c'est qu'un care, c'est un désir final, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas du coup, quand il dit action, c'est par rapport, c'est comme une motivation reflète nos valeurs, par exemple. Voilà, disons que c'est qu'une action reflète une motivation si elle est due à cette motivation. C'est ça. Et que parmi les motivations, certaines motivations sont des cares, sont des choses qui reflètent, sont des choses qui portent vraiment sur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est les actions qui reflètent les motivations. Les motivations ne reflètent rien du coup. Dans les motivations, certaines sont attachées à nos valeurs, à ce à quoi on donne vraiment de l'importance, et d'autres à des caprices ou à des trucs passagers. Pendant une semaine, j'étais fan de Hans Spinner, et puis voilà, c'est passé. Ce n'était pas une motivation profonde. Oui. Mais comment on explique du coup les cas d'acrasie? Alors, les cas d'acrasie, c'est juste que le care, ça reflète pas une intensité, ça reflète un certain mode. C'est-à-dire que un désir peut être très intense et pas faire partie de mes cares. Par exemple, imaginons que, à prendre un cas simple, vous allez voir, j'ai des obsessions. Imaginons que vous tenez beaucoup à une personne, vous avez un grand care pour une personne, vous voulez pas la blesser, mais que vous avez une douleur très très forte là-dedans et que la seule à cause de la douleur, vous n'arrivez pas à vous comporter normalement avec la personne, vous êtes agressif, insultant, etc. L'idée, c'est que dans ce cas-là, vous avez le désir qui est reflété par votre mal de dents, qui n'est pas un care, parce que ça ne reflète pas une valeur ou quoi que ce soit. C'est juste un truc comme ça. Il est plus intense, donc il vous amène à vous conduire n'importe comment. Donc ce sera un cas d'acrasie comme ça. Donc l'idée, c'est par exemple, si vous êtes l'addict de Frankfurt, vous pensez que c'est mal de piquer dans la caisse, mais peut-être que le désir qui est provoqué par l'addiction est trop fort pour que les désirs qui sont issus de votre care puissent les contrebalancer. Donc l'idée, c'est qu'il y a l'intensité d'un côté, ce qui va déterminer comment on agit, c'est l'intensité respective des désirs, si vous voulez. Mais ce qui détermine si un désir est vraiment le nôtre ou pas, c'est pas l'intensité, mais c'est un certain mode, quoi, un désir qui s'accompagne du fait de donner de la valeur à ça, etc. Est-ce que cette question de l'intensité, elle ne révèle pas aussi quelque chose de l'agent? Alors l'idée, c'est que en général, c'est dissociable, mais effectivement, si on dit qu'on care profondément, qu'on se soucie profondément d'une cause et qu'on n'a jamais la motivation de lever le moindre petit doigt pour cette cause, on peut en faire des inférences sur le fait que probablement, au fond, vous ne devez pas vraiment donner de la valeur à cette chose-là, quoi. Donc ça, c'est vrai. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il peut y avoir des dissociations, par contre. C'est que le fait de donner de la valeur à quelque chose implique un désir,
Mais le fait de désirer quelque chose implique pas qu'il y ait de la valorisation ou des valeurs derrière, vous voyez? Parce que c'est... Oui, oui. Ouais. Et j'avais l'impression que, suite à cette distinction-là, on pouvait difficilement expliquer les cas d'acrasie, parce qu'on a d'un côté voilà, des choses importantes que l'agent valorise, de l'autre côté, on a des désirs plus épisodiques. L'idée, c'est que les désirs épisodiques peuvent être très forts, en fait, tout simplement. Je sais pas... faudrait voir les exemples, mais je sais pas, voilà, si vous essayez de faire un régime, la faim ou l'envie de manger peut être très forte, par exemple, ou des choses comme ça. Après, c'est dur. L'exemple du régime, c'est souvent pris dans les cas de faiblesse de la volonté, mais c'est vrai que c'est un peu plus dur dans ces cas-là, parce que la valorisation du régime, on n'est pas sûr que ça fasse partie des trucs qu'on value, et plus que ça soit un autre désir qui flotte comme ça, mais bref, c'est un exemple classique. Donc ce serait vraiment ça, c'est l'idée que, des fois, les désirs entrent en contradiction, et quand un de ces désirs, c'est un désir qui reflète nos valeurs, et l'autre, c'est un désir qui est détaché de nos valeurs, si c'est le désir qui est détaché de nos valeurs qui gagne, on a un cas d'acrasie, en fait. Bon, après, le cas de l'acrasie, c'est compliqué, en plus, parce que l'acrasie, c'est le jugement. Alors, en plus, l'acrasie, on pourrait dire que la personne juge que quelque chose est bon, mais qu'en fait, elle ne le valorise pas vraiment, donc elle se trompe sur ce qui est bon. Il y a aussi cette possibilité-là pour l'acrasie. Dans ce type de théorie, par exemple, la personne qui a des comportements acratiques, elle est pas responsable. Oui, c'est un peu un problème des théories, du coup. En tout cas, elle doit être moins responsable. Après, il y a des moyens de fixer, il y a des moyens de réparer les théories. Moi, pour réparer la théorie, de la façon dont je le ferais, ce serait quelque chose comme... on tient la personne acratique responsable parce qu'on considère que même, effectivement, si elle n'a pas agi sur la base d'un désir qui reflète ses valeurs, le fait qu'elle n'ait pas réussi à se retenir de le faire, ça prouve qu'elle ne valorise pas assez cette chose-là. Par exemple, si je dis, moi, je valorise un peu le bien-être des gens, mais bon, s'il faut faire attention à ce que je dis pour pas les blesser, là, ça me saoule, quoi. Là, on pourrait dire, et du coup, je me comporte comme un connard avec les gens, et je peux dire, oui, non, mais en fait, ça me demandait pas beaucoup d'efforts, moi, je ferai attention aux gens. Donc, je pourrais dire, du coup, je me soucie des gens, et quand j'agis de façon déplacée, ou que je parle de façon déplacée, c'est la fatigue ou l'agacement qui prend la route. Là, on pourrait dire, oui, non, mais en fait, ce qui explique ton action, c'est que tu te soucies pas assez des gens, t'as pas assez de valeur, quoi. Donc en fait, ton action, elle reflète surtout le fait que tu donnes pas assez de valeur aux gens. Donc on pourrait s'en sortir comme ça. Il faut aussi prendre que ce qui compte, c'est pas juste que ça reflète les valeurs, mais ça reflète aussi le manque de valeur. Ce qui n'est pas souvent assez dit dans la formulation des théories. Parce que c'est vraiment très très bizarre, parce qu'on a l'impression que du coup, pour être méchant, il faut valoriser la méchanceté, quoi. C'est vraiment être le vilain de Disney, quoi. Genre, moi je veux détruire le monde et je valorise la destruction du monde. Ouais, donc c'est un peu le sens de cette théorie-là, c'est que des gens qui ont des mauvaises... Voilà, mais bon, mauvaise, il faut entendre ça comme pas assez bonne, je pense, parce que si on veut attendre... Valeur, voilà, mais voilà, si par mauvaise valeur, on entend vraiment une valorisation positive du mal, ça devient difficile, quoi. Je pense que par valeur, il faut entendre une valorisation pas assez suffisante du bien, si vous voulez. Ça ressemble un petit peu à la théorie de Platon, c'est que c'est une erreur. Alors pourquoi une erreur ? Parce que quand on le valorise pas assez... Bon, on le valorise pas assez par rapport à nos critères à nous, quoi, mais... L'idée, c'est qu'on est responsable du fait de faire du mal aux gens si notre action qui conduit à faire du mal aux gens reflète le fait qu'on donne pas beaucoup d'importance aux gens, quoi, si vous voulez. On pourrait le formuler comme ça. Donc on a juste, c'est un cas d'intensité, donc on n'a pas forcément dire qu'on a raison ou tort, c'est juste que ça reflète un certain degré qui est proche de l'indifférence, quoi. Et beaucoup plus loin de ce que pourrait être... Mais oui, je pense qu'implicitement, il y a un standard qui est implicite, qui est que on sait à quel point on devrait valoriser le bien-être des autres, et on va juger les gens moralement responsables quand on voit que leur action découle du fait qu'on n'a pas valorisé assez les gens. Donc ça suppose un standard. Ça, je suis d'accord, mais ça n'apparaît pas du coup tel quel dans les théories, cette dimension normative. En tout cas, pas dans celle-là, quoi. Mais c'est pas une erreur, c'est plutôt un décalage entre ce qu'on voudrait que le niveau de valeur qu'on voudrait que les gens donnent et ce qu'ils donnent effectivement. Mais ils se trompent peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils savent qu'ils devraient donner plus de valeur, mais qu'ils le font juste pas. L'idée, c'est qu'on peut aussi, dans cette théorie, on peut aussi avoir un décalage entre la pensée abstraite et la valorisation. Vous pouvez vous dire, ah oui, il paraît que la morale c'est super cool et que les gens c'est important, peut-être que je devrais donner de la valeur aux gens.
Mais voilà, peut-être que c'est juste pas le cas, quoi. Et dans ce cas-là, bon bah tant pis. Vous êtes quand même moralement responsable parce que si vous vous comportez mal, c'est parce que vous n'avez pas assez de valeur aux gens. Donc c'est vraiment ça. Il faut voir à quel point les actions reflètent vraiment vos valeurs profondes, quoi. Et si vous vous comportez mal parce que vos valeurs sont celles de quelqu'un de mauvais, bah voilà, vous êtes moralement responsable. Enfin, après, il faut voir par domaine. Hein. Quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire preuve d'assez d'égards pour... Voilà, par exemple, si vous blessez les gens et que la source de ça, c'est que vous valorisez pas assez les gens, votre action, elle reflète bien vos valeurs, en fait. Vous avez une valeur qui blesse les gens et ça reflète le fait que vous souciez pas assez des gens. Tandis que si vous vous souciez beaucoup des gens, que vous voulez à tout prix les aider, mais que vous faites n'importe quoi et que du coup ça vous conduit à blesser les gens par accident, on dirait que vous n'êtes pas moralement responsable parce que votre action, elle ne reflète pas vos valeurs en fait. Hein, le résultat de votre action, c'est de blesser les gens, mais ce que vous valorisez, c'est aider les gens, si vous voulez. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu. Oui, mais est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? L'idée, c'est que du coup, on n'a pas besoin de se poser de questions sur d'où viennent les valeurs. Ce qui compte, c'est d'avoir la hiérarchie un peu des désirs, savoir quelles sont les choses que vous valorisez, quelles sont les choses qui sont de simples désirs, et vous pouvez plus ou moins traiter les cas d'addict et les cas de faiblesse de la volonté ou des choses comme ça. Alors, bon, le problème avec les théories du soi profond par rapport à l'argument de la manipulation, c'est que, en fait, il est toujours possible de modifier l'argument de la manipulation de façon à ce que l'agent remplisse les conditions de la théorie. Hein, vous pouvez dire, ok, bon là vous m'avez fait quoi comme nouvelle distinction dans votre théorie? Ah, vous avez le soi profond versus les désirs. Et vous imaginez que les scientifiques, ils ont construit un mec de toute pièce et que son soi profond, ça soit ça, et que voilà, ils ont aussi construit le soi superficiel, et donc vous pouvez toujours retomber sur la théorie. Donc ça paraît pas, a priori, ça paraît pas une bonne façon de se sortir de l'argument de la manipulation, les théories du soi profond, comme ça. Mais il y a quand même des gens qui ont proposé la chose suivante, qui est que, oui, dans l'absolu, effectivement, on peut toujours reformuler l'argument de la manipulation de façon à ce qu'il prenne n'importe quelle théorie compatibiliste en compte. Hein. Vous créez des nouveaux desiderata, on fait une version de l'argument qui met ça. Mais certains ont proposé une théorie de l'erreur, selon laquelle c'est en théorie, mais quand on lit les cas d'argument de la manipulation, intuitivement, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au fond, la personne ne veut pas vraiment ce qu'elle fait. Hein. Vous voyez, c'est plutôt une théorie de l'erreur sur l'intuition que la personne manipulée n'est pas moralement responsable. Pourquoi est-ce qu'on a l'intuition que l'agent manipulé n'est pas moralement responsable? Justement parce qu'on a l'impression que les désirs sur la base desquels il agit ne sont pas son soi profond, mais quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. C'est une théorie libertarianiste, c'est l'idée qu'on a le soi profond qui est libre arbitre, qui n'est pas déterminé. Hein. Alors l'idée c'est que c'est pas une question de déterminer ou pas, parce on aura la même intuition dans des cas de manipulation indéterminée, si vous voulez. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est des scientifiques ou un magicien qui a mis les états mentaux dans la tête de la personne, on a du mal à se dire, ça doit être ce qu'elle veut vraiment au fond, vous voyez. Ça peut pas être vraiment ce qu'elle désire au fond. C'est comme une sorte de... On peut lui dire théoriquement, on peut dire, oui, moi j'ai pas de problème à imaginer qu'un scientifique il construise une personne, puis lui mette ces désirs-là, puis c'est ses désirs profonds. Mais l'idée, c'est que mentalement, par contre, la façon dont on traite le truc intuitivement quand on lit le texte, c'est qu'on se dit que ça peut pas être ses vrais désirs, c'est des choses qui restent superficielles, vous voyez. Ça veut dire que du coup, en fait, l'intuition duquel parle l'argument, selon laquelle la personne dans l'argument de la manipulation n'est pas moralement responsable, en fait, cette intuition, elle est fausse, elle est biaisée par ce genre de considération. C'est-à-dire que si on arrivait à se débarrasser de cette erreur, parce qu'en gros, l'idée, ce serait ça. Là, le type qui fait l'argument de la manipulation, il fait, voilà, vous avez votre théorie du soi profond, et moi, je vous crée un agent, voilà, il est construit avec son soi profond, égoïste, de façon à agir de façon mauvaise, etc., et du coup, vous avez quand même l'intuition qu'il est moralement pas responsable. Ça montre que ça suffit pas d'agir selon son soi profond pour être moralement responsable. Ça, ce serait un peu l'argument de la manipulation. Et la réponse qui a été proposée, c'est de dire non, mais en fait, on a cette intuition, mais parce qu'on a juste cognitivement beaucoup de mal à se dire que des états qui ont été implantés par des scientifiques dans la personne puissent vraiment faire partie de son soi profond, en fait. Hein. Donc, en fait, on traite... l'intuition, elle est le fruit d'un processus qui, lui, n'arrive pas à en prendre en compte les hypothèses, n'arrive pas à prendre en compte au sérieux les hypothèses du cas. Il se dit quelque part, on se dit toujours que ça ne peut pas être vraiment ce que cette personne désire tout au fond. Peut-être pas avec le cas des neuroscientifiques, mais si on reprend le cas, par exemple, de celui qui a été élevé dans une famille égoïste, c'est un autre processus de détermination. Ouais. Mais on arrive quand même à penser que voilà, la
personne endoctrinée, par exemple, elle a des valeurs, elle valorise certaines choses et elles appartiennent à lui-même. Et pourtant, c'est pas lui qui les... Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la question. Donc justement, là je vais repasser 2 secondes sur la suite, c'est que dans les 10 dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en psychologie, justement sur la façon dont les gens se représentent ça. Puis ça, c'est vraiment une littérature psychologique qui est 100% influencée par la philosophie, pour le coup, où les gens se sont dit « Ah, mais c'est intéressant cette idée comme quoi il y a un soi profond, puis un truc plus superficiel. Est-ce que les gens font ce genre de partition, effectivement ?» Les études suggèrent qu'effectivement, les gens font ce type de partition. Hein, ils sont capables de dire qu'il y a des désirs qui sont plus vraiment les nôtres, puis d'autres qui sont un peu plus périphériques. Hein, vous voyez. Donc, je vais détailler une des expériences, une des premières expériences, elle est assez jolie comme ça, parce qu'elle montre à peu près comment la frontière entre les deux est un peu arbitraire. C'est des expériences faites aux États-Unis, donc ça, c'est important de le préciser, dans laquelle on décrit le cas d'une personne qui est un chrétien très croyant, mais qui a des attractions sexuelles et romantiques vers des personnes du même sexe que lui. Donc il est tiraillé entre sa vie amoureuse et sa vie religieuse. Donc il a deux désirs contradictoires, puis on décrit ce scénario-là aux gens, puis on demande aux gens, à votre avis, comment est-ce qu'il faut décrire la psychologie de cette personne? Est-ce qu'au fond, elle a ces 2 désirs qui se baladent? Ou est-ce que ces 2 désirs sont des trucs un peu superficiels? Ou est-ce qu'il y a un désir qui est profond et l'autre qui est superficiel, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens choisissent un peu une image où il y a un désir qui est plus profond et l'autre qui est plus superficiel. Donc il y a toujours un peu cette idée qu'il y a vraiment un truc, quand il y a un conflit, doit avoir un des 2 qui reflète vraiment la personne et l'autre une influence étrangère, vous voyez. Et puis, selon l'orientation politique des gens à qui vous posez la question, vous avez un résultat différent. C'est-à-dire que si vous demandez aux libéraux, donc la gauche aux États-Unis, les gens vont dire, au fond, ce que veut cette personne, c'est être heureuse, vivre pleinement sa sexualité. Mais bien sûr, il y a une sorte d'endoctrinement religieux qui est poussé de l'extérieur dans sa tête, qui l'empêche d'être vraiment libre. Et donc, pour être vraiment libre, il faudrait qu'elle se débarrasse de cet endoctrinement religieux pour vivre librement selon ses aspirations amoureuses, etc. Et bien sûr, si vous demandez à des gens qui sont plutôt conservateurs, vous vont dire « mais au fond, ce que veut la personne, c'est vivre selon Dieu et sa religion ». Et puis, il y a ces trucs-là, ces idées un peu bizarres qui ont été mis par la société contemporaine, qui corrompt la jeunesse, tout ça, vous voyez bien. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, il y a cette idée, mais que la façon dont on va reconstruire ce qui est vraiment le désir de la personne et ce qui est périphérique va dépendre de facteurs psychologiques et de croyances, justement, sur ce qui est bien ou mal. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si on applique ça aux arguments de la manipulation? C'est ce qu'a fait Sripada, justement, qui défend la théorie du soi profond, mais donc du coup, son idée, c'est que quand il y a des arguments qui vont contre la théorie du soi profond, en fait, c'est des sortes d'illusions un peu cognitives, si vous voulez. Mais il a repris des cas de manipulation, donc voilà, il prend un cas où c'est Bill qui voit une femme qui s'appelle Madame White, qui fait son jogging dans le parc. Bill déteste cette femme, il la déteste tellement, il délibère, il se dit « Ah si je la zigouille maintenant, est-ce qu'il n'y a personne qui me verra, là c'est bon, etc. » Donc il délibère, il a toutes ses fonctions de raisonnement. Et finalement, il zigouille Madame White. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est jeune, Bill a été adopté par le docteur Z, qu'il a pris au berceau, qu'il a adopté au berceau et qu'il a éduqué toute son enfance avec une méthode qui fait que c'était sûr à 100% qu'il finirait par détester Madame White et vouloir la tuer. Donc voilà, on a une sorte de cas de manipulation un peu comme ça. Et donc voilà, il y a un cas où on va demander aux gens est-ce que Bill est moralement responsable pour d'avoir tué Madame White, sachant que c'est un peu le fruit de son endoctrinement, si vous voulez. Et il y a deux cas, il y a un cas où il n'y a pas de manipulation, et il y a un cas où il y a cet endoctrinement. Alors, bon, bien sûr, les gens ont tendance à trouver que Bill est beaucoup moins moralement responsable dans le cas de l'endoctrinement, mais en fait, ça reste au-dessus de la moyenne, quand même. Donc, déjà, c'est pas clair que les trucs manipulés, ça soit... Bon, alors, c'est pas la forme la plus extrême de manipulation, mais vous voyez qu'il y a déjà une marge. Et surtout, je vais vous passer un peu les détails techniques, mais... Quand on demande aux gens si, à leur avis, tout au fond de lui-même, Bill avait vraiment envie de tuer Madame White, la plupart des gens disent non, en fait. En fait, au fond de lui-même, il n'a pas ses désirs, ce sont des désirs qui ne font pas partie de ce qu'il veut vraiment. C'est quelque chose qui flotte dans sa tête, encore une fois, qui est le fruit d'une source extérieure, mais ce n'est pas ses désirs profonds, vous voyez. Et une fois qu'on prend ça en compte, en fait, ça explique quasiment toute la variation. C'est-à-dire, si on exclut...
il n'y a plus vraiment d'effet de la différence entre manipulation et pas de manipulation une fois qu'on prend cette dimension en compte. Oui. C'est un peu la triche, c'est-à-dire que de base, les gens sont bons par nature, et tout reste excusé. Oui, alors tout à fait, et effectivement, c'est ce que la littérature conclut, hein. Les gens ont largement la croyance. C'est-à-dire que si on leur présente une personne qui a deux désirs contradictoires, un bon et un mauvais, selon le système de valeurs de la personne qui juge, qu'on leur dit, au fond, c'est lequel des deux qui veut vraiment, les gens ont plus tendance à penser qu'au fond, les gens veulent vraiment le bien, quoi. Et c'est très très bizarre. Et ça, c'est une vieille discussion qu'on a avec les gens qui ont fait ça, parce que moi aussi, j'étais arrivé à cette conclusion-là, comme vous, dans ma thèse, il y a bien longtemps, avant qu'ils le testent et qu'ils trouvent le truc. Puis la question, c'est, mais est-ce que ça tient dans toutes les populations? Puis moi, je fais, non, mais ça tiendra pas en France. Mais ça tient même en France. Et c'est-à-dire que même si on mesure des gens qui sont très hauts sur des échelles de misanthropie ou de choses comme ça, même avec ça, on arrive à trouver une sorte de préférence où les gens ont l'air de se dire qu'au fond, les gens veulent le bien, ce qui est super bizarre. J'ai aucune explication pour ça, mais c'est un constat récurrent. Pour y avoir une explication biologique ou évolutive derrière, peut-être Ce sera un truc de tit for tat, il faut présupposer que les gens sont bons dans la première étape de collaboration ou je sais pas quoi, mais je sais pas. Oui. Sinon, on ne pourrait pas juste partir du principe que certains biais christiano-centrés sont tellement Peut-être. sociétalement partout dans le monde que c'est un peu... Mais vous avez une vision très particulière du christianisme, parce que la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil au christianisme, dans mes souvenirs, c'était plutôt que l'homme est fondamentalement vil et corrompu. Non, c'est pas... Oui, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est enfin, un parallèle sur l'histoire des religions. On parlait souvent du fait que pour certains aspects de la société actuelle, il y a plutôt certains auteurs qui présupposent qu'actuellement, dans toute société, il y a forcément un brin christiano-centré qui fait que les gens tendent à considérer l'idée de la bonté d'abord. D'accord. Ouais, on peut faire ça. L'autre explication qu'il y a, c'est aussi que, en général, on considère que... c'est dans les explications, on considère que les choses qui sont par défaut n'ont pas besoin d'être expliquées. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si j'arrive dans une salle et que tout est à sa place, je ne vais pas chercher d'explication pour savoir pourquoi cette table-là est là, cette table-là est là, et pourquoi les lumières fonctionnent, etc., quoi. Et si j'arrive et que je vois, je sais pas, une sculpture de glace en plein milieu de la classe, là je vais me demander, mais pourquoi? Quelqu'un a une explication? Et donc l'idée c'est que comme faire le bien, c'est un peu le mode par défaut de la moralité, tu vas chercher des explications uniquement pour ce qui est mauvais, et donc tu vas faire une chaîne causale extérieure pour le mauvais, mais le bien il est là par défaut, quoi. C'est une autre solution, mais c'est peut-être... en même temps c'est peut-être complémentaire, peut-être parce que si on considère le bien comme truc par défaut, c'est peut-être aussi pour ça. Oui? Comme tu dis que même en France, on voit que les gens font ça. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a fait l'expérience pour les natifs américains ou australiens? Alors... Justement, des gens qui sont très peu influencés par... Je sais que ça a été fait sur des populations moins susceptibles de ce genre de biais, mais je crois que le truc n'a toujours pas été publié et je ne me rappelle plus des populations. Mais en tout cas, a priori, ça continue à bien marcher. Mais il faut voir, depuis le temps que ça traîne, je ne me rappelle plus exactement quelles étaient les populations. Mais ouais, pour l'instant, c'est comme ça, c'est bizarre. Ouais. Et je trouve que l'étude elle est un peu bizarre parce qu'on ne devrait pas plutôt interroger la personne endoctrinée pour savoir quel est son... Ah oui, mais là c'est un cas imaginaire, donc on va avoir du mal à l'interroger. Non mais disons, je sais pas, on va prendre... J'ai pas d'exemple, mais il me semble que ça serait plus intéressant de demander quelle est la chose que valorise une personne endoctrinée, plutôt que de demander aux autres ce qu'ils pensent de cette personne. Ça dépend ce qu'on cherche à étudier. Là, l'idée, c'est que, si on cherche à étudier l'idée la théorie, c'est qu'on juge que quelqu'un est moralement responsable quand on a l'impression que cette personne agit selon ce qu'elle veut vraiment. Dans ce cas-là, ce qui compte, c'est de regarder ce que pensent les gens qui attribuent la responsabilité morale, si vous voulez. Est-ce que ce qui pousse les gens à attribuer la responsabilité morale, c'est qu'ils pensent que la personne fait ce qu'elle veut vraiment ou pas? Parce que, ça se trouve, ils se trompent complètement, absolument, entièrement sur ce que la personne veut ou pas. Mais ça peut pas expliquer leur jugement, puisque c'est des choses qu'ils savent pas, en fait. Donc ce que cherche à faire Sripada, c'est à dire, voilà, effectivement, les gens pensent qu'un agent manipulé n'est pas moralement responsable, moyen quand même, mais
ça ne contredit pas la théorie du soi profond, parce qu'en fait, la raison pour laquelle il les juge moralement pas responsables, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils agissent pas selon ce qu'ils veulent vraiment tout au fond, quoi. C'est pour dénoncer, c'est pour faire une sorte de théorie de l'erreur, des objections qu'on pourrait faire à sa théorie, si tu veux. Ils peuvent se tromper. Oui, mais en fait, ce qui compte là, c'est de montrer que la raison. En gros, ce que dit Sripada, c'est que nos intuitions suivent la règle selon laquelle un agent est moralement responsable s'il agit selon ce qu'il voudrait vraiment. Et l'objection de l'argument de la manipulation, c'est de dire non, les objections, elles ne suivent pas cette règle, parce que moi, je peux te décrire un agent manipulé qui agit selon son soi profond, et on a quand même l'intuition qu'il n'est pas moralement responsable. Et ce que dit Sripada, c'est si, effectivement, on juge l'agent manipulé pas moralement responsable, mais on le juge pas responsable précisément parce qu'on continue à pas vouloir accepter l'idée qu'au fond, il veuille vraiment faire ce qu'il veut faire, tu vois. Donc, ce que cherche à prouver Sripada, c'est que dans nos intuitions, dans la façon dont on attribue la responsabilité morale, ça suit assez bien le fait de juger que la personne fait ce qu'elle veut vraiment ou pas au fond, tu vois. Après, les gens peuvent se tromper entièrement. Ça veut dire que Oui. dans un contexte déterministe où on arrive à établir qu'une personne endoctrinée fait vraiment Ouais. ce qu'elle veut, elle serait responsable. Tout à fait. Selon la thèse de... Exactement. Et on n'a pas envie de dire ça, mais ce que va dire Sripada, c'est oui, mais c'est parce qu'en fait, dans ces cas-là, intuitivement, on n'a juste pas envie de dire qu'elle fait vraiment ce qu'elle voulait au fond, suite à un certain nombre de problèmes. Oui. Mais est-ce qu'il y a des études qui, par hasard, prennent une action qu'on pourrait peut-être considérer comme bonne et une action qu'on pourrait peut-être considérer comme mauvaise, mais plutôt que deux actions considérées mauvaises, vous regardez comment différentes populations disent laquelle est pire ou laquelle serait celle qui est pas. C'est-à-dire un cas de manipulation où on aurait deux agents manipulés et il y en a un qui ferait quelque chose mal selon la population A et bon selon la population B. Enfin, plutôt par exemple une personne qui aurait comme désir du vrai soi, enfin Ouais. voir comment les gens attribuent quel désir serait quand peut-être une personne est... Entre deux trucs négatifs, je crois pas qu'il y ait, c'était toujours plutôt comparé positif, négatif. Mais il faudrait que ce serait deux désirs négatifs contradictoires du coup. Parce que on pourrait tout mettre dans le vrai soi, dans le faux soi, enfin en soi superficiel. Parce qu'on pourrait pas dire que dans un cas de manipulation, on prend un cas de manipulation qu'on aura tendance à faire vouloir regarder à qui ils attribuent quelle action de manipulation. Enfin voir quelle en fait population estime laquelle est pire en gros. En leur passer par attribuer lequel est pas mal. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on prendrait des choses qui sont jugées plus ou moins mal selon des différentes populations. Il y a une population qui penserait que A est pire que B, l'autre que B est pire que A. Donc il y en a un qui penserait que l'agent est plus manipulé que l'autre. C'est ça, ouais. Alors non, je connais pas d'étude qui a fait ça. Moi, ce que j'ai fait du coup, moi-même, je vais finir là-dessus, c'était que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les trucs de Sripada et j'ai fait des cas où en fait Bill est manipulé pour tuer Madame Blanc. Et où il est élevé pour protéger et sauver Madame Blanc, tu vois. Et alors du coup, pour les actions mauvaises, tu vois, t'as une différence entre le cas où il est manipulé et le cas où il n'est pas manipulé. Les gens le jugent moins responsable quand il est manipulé, voilà. Mais pour les actions bonnes, en fait, c'est équivalent entre les deux cas, du coup. Ce qui va dans le sens de la théorie, c'est-à-dire que si tu fais une action qui est positive, moralement bonne, en fait, en général, les intuitions des gens sur les cas de la manipulation se cassent très très fortement la tête si tu prends des actions positives plutôt que négatives, en fait, en général. Ce qui est quelque chose d'assez bizarre. C'est que les gens sont beaucoup moins sensibles à l'idée, voilà, si je te dis, voilà, machin, il a été élevé depuis la naissance pour être moralement mauvais et tuer tout le monde, ah, le pauvre quand même. Mais si je dis, voilà, bon, lui a été élevé depuis la naissance pour être bon et aider les gens et être vertueux, on a beaucoup moins l'intuition que, oui. Alors, ce biais-là, est-ce que c'est pas dû au fait que c'est plus un biais, par exemple, de rationalité ou de conception un peu socratique ou platonicienne, qui confond un peu le vrai, le bon, etc. Parce qu'en fait, c'est en rapport à ce que vous venez de dire, on a un peu de mal, parce qu'on a... Ouais. Il y a une présomption de rationalité quand on examine la situation de notre morale, et je pense qu'on a du mal à concevoir... on a du mal à concevoir que les gens puissent vouloir le mal. En fait. Ouais.
Mais cette normativité-là, elle vient plus peut-être de notre conception de la rationalité que de notre conception de ce qui est moral, non? Alors peut-être. Ce qui est étonnant, c'est que par contre, dans les cas de non-manipulation, on n'a pas de problème pour dire que les gens qui font quelque chose de mal sont moralement responsables. Tandis que si on était vraiment socratique à 100%, on devrait dire que quand les gens font le mal, ils ont tendance à se tromper. Et donc ils ne sont pas moralement responsables. Bon, vous n'avez pas dit tout à Non. l'heure que les gens ils disaient que quand même leur vrai désir c'était de faire Alors, ils disent que quand ils disent que le vrai désir des gens, c'est de faire le bien, mais si tu leur donnes pas un cas de manipulation, ils disent quand même que les gens qui font le mal sont moralement responsables de leurs actions. C'est que dans les cas de manipulation que là, tu retrouves la différence. Mais dans les cas si tu leur donnes un scénario d'un agent qui fait quelque chose de mal, ils vont dire s'il a fait quelque chose de mal de son plein gré, il est moralement responsable de ce qu'il a fait, quoi. Mais il veut quand même le bien, mais il est moralement. C'est ça le truc. Alors peut-être qu'il le veut pas assez, mais oui. Du coup, est-ce que les gens ils estiment qu'une personne qui fait le bien, qui fait le bien mais sans être manipulée à faire le bien est du coup jugée plus responsable ou moins responsable? Alors, elle n'est pas jugée plus responsable, mais elle peut être jugée plus libre des fois. C'est assez ambigu. Il y a certains trucs qui suggèrent un peu ça. Est-ce que les gens ils leur attribuent plus de louabilité si on... Alors en fait non, mais pour une raison très très simple. Mais ça, du coup, on rentre dans un truc psychologique, un problème de pratique psychologique, c'est que les gens n'ont aucun problème pour punir les gens et les blâmer. Mais alors pour qu'ils acceptent de te, alors genre par exemple, si tu pousses quelqu'un d'une balançoire, t'es déjà à 6,5 sur l'échelle qui va jusqu'à 7 pour le blâme. Mais par contre, pour dépasser le milieu de l'échelle sur le praise, la louange, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire que le blâme, ça se distribue très facilement, mais la louange... Voilà, donc les gens, ça c'est quelque chose que tu retrouves assez souvent, c'est que pour que les gens disent, voilà, mais en fait c'est assez normal, c'est parce qu'il y a plein d'actions bien qui sont... On va pas louer les gens parce qu'ils font quelque chose de bien, d'une certaine façon. Plein, genre, je sais pas... c'est le standard de base, quoi. Il faut vraiment aller dans des actions très très spécifiques, très spéciales, qui dépassent un peu le cadre normal pour que là ça commence à grimper, quoi. Mais du coup, ça corrobore cette notion que le bien c'est les trucs de base. Ouais, c'est le défaut, le standard, donc c'est assez bizarre. Donc voilà. Une façon de sauver les cas de la manipulation, c'est justement une théorie de l'erreur, de sauver le compatibilisme des cas de la manipulation, c'est ce genre de théorie de l'erreur, dire que oui, on a des intuitions, mais en fait, ces intuitions, elles n'arrivent pas à garder en tête toutes les spécifications du cas. On a beau écrire sur le papier, tu sais, la personne, tout au fond d'elle, elle veut vraiment tuer Madame White. Après, quand tu demandes, t'as quand même pas l'impression que c'est quand même dur de vraiment garder cette idée en tête. Enfin, tu peux te rappeler que le texte dit ça, mais que l'intégrer cognitivement, c'est assez difficile parce que on a cette tendance à se dire que bon, si c'est quelque chose de mal, il peut pas vraiment le vouloir au fond de lui, quoi. En tout cas, il y a une sorte de présomption contre ça. Alors, pour finir sur les cas de la manipulation... il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Ah oui, voilà. Du coup, ça rejoint quelque chose qui... donc, un autre auteur, donc Suzanne Wolf, dont Per Boom parlait dans le texte, mais dont je n'ai pas parlé. Donc, la question, c'est celle-ci. Je ne comprends pas du tout l'argument contre... Pas tout l'argument contre l'argument de Wolf en faveur de moral praise et blame. Wolf argumente qu'intuitivement, on fait ceci et que finalement, ça ne fait pas du mal, mais du bien, d'assigner moral praise pour quelqu'un. Au final du chapitre, Per Boom déclare que deserve blame but also deserve praise is incompatible with determinism. Je ne comprends pas l'argument pour arriver à cette conclusion et je trouve que l'argument de Wolf est convaincant. Ceci revient à la différence entre could not have done otherwise et action results from deterministic causal process. Donc Per Boom discute la thèse de Suzanne Wolf dans le texte et c'est vrai que la thèse de Wolf c'est un peu bizarre mais qui peut paraître naturel maintenant que j'ai raconté tout ce que je viens de raconter, c'est que la thèse de Wolf c'est que le blâme, la responsabilité morale pour les choses négatives est incompatible avec le déterminisme, mais pas la responsabilité morale pour les trucs positifs. C'est une théorie incompatibiliste asymétrique. Donc la raison pour laquelle Wolf veut faire ça, c'est que sa théorie veut que, pour être moralement responsable, il faut agir tout en étant sensible aux raisons morales. Et les raisons morales sont des raisons positives. Agir en fonction d'une connaissance de ce qui est vraiment le bien moral, c'est ça. Donc l'idée de Wolf, c'est que si je suis déterminé à agir positivement, parce que je suis un agent qui, dès qu'il comprend que quelque chose est bien, ne peut pas faire autrement qu'agir en fonction de ce qui est bien, mon action, elle est quand même sensible à ce qui est moralement bon, vous voyez, de façon déterministe, mais sensible au bon. Donc du coup, un agent déterministe qui agit de telle sorte que dès qu'il comprend que quelque chose est bien, agit de façon positive,
pour Wolf, c'était une personne qui est moralement responsable, parce qu'elle agit en fonction d'une sensibilité au bien. Mais elle dit, voilà, maintenant, si on imagine quelqu'un qui agit de façon négative, et qu'il agit de façon négative dans un cadre déterministe, ça veut dire que, quel que puisse être le bien, il aurait de toute façon agi de cette manière. Parce qu'il est déterminé à agir de façon négative. Donc son action n'est pas sensible à la valeur du bien. Pour que son action soit sensible à la valeur du bien, il faudrait dire qu'il aurait pu agir autrement sur le fait de comprendre ce qu'était le bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu Wolf, vous me dites si je me gourre quelque part. C'est pas vous qui m'avez dit. Non, je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre, désolé. Ah, c'était vous. Je suis désolé, je me trompe. Alors si je me gourre, dites-moi, parce que les souvenirs de Wolf sont très lointains. Bah mince alors. Bon, alors on va supposer que j'ai raison, et puis vous me corrigerez dans 2-3 semaines quand vous aurez eu. Et que donc, la personne qui agit de façon déterministe, de façon mauvaise, elle agirait mal de toute façon, même si elle avait une compréhension du bien, donc son action n'est pas sensible à la compréhension du bien, et donc, si le déterminisme est vrai, on n'est pas moralement responsable pour les actions négatives. Effectivement, Per Boom rejette ça dans l'article, mais du coup, je ne me rappelle plus ce qu'était exactement l'argument, parce que c'était la semaine dernière. C'est hyper rapide, je crois qu'il fait... Je sais pas si... Est-ce que la personne qui a posé la question se rappelait un peu de l'argument de Per Boom? Je sais pas qui c'est qui a posé la question. Mais non, personne. Je vais regarder. Mais disons qu'en tout cas, cette théorie, vous voyez qu'elle est un peu raccord avec ce qu'on trouve en fait. En fait, elle est pas si bizarre que ça, c'est qu'on considère que, en fait, elle a l'air un peu raccord avec un certain nombre d'intuitions, quoi. Qu'effectivement, on est beaucoup moins exigeant pour la responsabilité morale pour les choses positives que pour les choses négatives. Voilà, du coup, on va finir sur l'argument de la manipulation cette semaine, on n'aura pas le temps de passer à l'autre. Oui? Je suis désolé, j'aimerais juste revenir sur l'argument de Scripada, parce que ouais. faut que j'essaie pas de problème. Les choses. Donc, quand on refait un scénario de manipulation, on dit que l'être est manipulé à avoir des valeurs profondes, par exemple. Tout à fait. Ce que dit Scripada, c'est qu'on ne considère pas que cet agent est responsable parce qu'il est manipulé, mais parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, si l'agent fait ce qu'il veut, il doit être responsable. Oui. Voilà, mais donc, du coup, j'ai l'impression qu'il ne répond pas vraiment à l'argument, parce que s'il est déterminé à faire ce qu'il veut vraiment, ce que disent les réponses, c'est qu'en fait, quand il est déterminé à faire ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il n'est pas responsable. Ce que j'aimerais savoir, c'est que... Alors oui, l'argument de Scripada, la réponse de Scripada à ça, ce serait que du coup, ça suggère que nos intuitions ne sont pas sensibles vraiment au déterminisme et au fait que l'agent ne fasse pas ce qu'il veut. Après, on pourrait dire... alors, il y a deux façons de s'en sortir. Donc, ce que dit Scripada, c'est qu'on voit selon ses résultats, si on prend ses résultats au sérieux, que ce qui conduit les gens à avoir l'intuition que l'agent n'est pas moralement responsable, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, c'est cohérent avec sa théorie. Et vous, ce que vous voulez dire, ce que vous voudriez dire derrière, c'est oui, mais la raison qui amène les gens à considérer qu'il ne fait pas ce qu'il veut, c'est le déterminisme. Ouais. Donc c'est bien la preuve. Alors il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est de dire tout simplement oui, mais les gens se trompent en pensant que le déterminisme empêche les gens de faire vraiment ce qu'ils veulent. C'est de la même façon que vous vous rappelez, dans l'autre séance, il y avait des gens qui considéraient que le déterminisme neuroscientifique c'était incompatible avec la responsabilité morale parce qu'ils pensaient que le déterminisme impliquait le fait que nos états mentaux jouent aucun rôle. Mais bon, c'est une erreur. Le déterminisme n'exclut pas la causalité mentale. Okay. Donc là, on pourrait utiliser le même genre de stratégie et dire il n'y a pas de bon argument philosophique pour dire que si le déterminisme est vrai, alors je ne peux pas agir sur la base de mes valeurs. Vous voyez ? Alors il y a des gens qui ont essayé de faire ce genre d'argument, comme vous faites. Un autre argument, une autre façon d'y répondre, que moi j'utiliserais tout simplement, c'est de dire en fait, si vous utilisez un cas de manipulation indéterministe, vous obtiendrez exactement le même résultat. C'est-à-dire les gens aussi diront que le cas qui a été manipulé de façon indéterministe, il ne fait pas vraiment ce qu'il veut. Donc, ça a plus à voir avec la manipulation elle-même qu'avec le déterminisme, en fait. C'est pas le déterminisme la clé, c'est l'idée de manipulation par un être étranger, quoi. Et si l'idée c'est que ce qui bloque les gens, c'est la manipulation par un être étranger, cet ingrédient-là du cas de manipulation, c'est pas un ingrédient qu'on peut transférer aux autres cas de l'argument. L'agent qui est élevé normalement dans un monde déterministe, il n'est pas manipulé par un agent extérieur.
Oui. Mais ce qui serait intéressant quand même, je trouve, ce serait de savoir si vraiment les intuitions des personnes interrogées ne reposent pas du tout sur enfin, parce que ce que dit Sripada, c'est que ça ne repose pas sur la manipulation, mais sur les désirs profonds. Alors c'est l'idée que l'idée ce serait que ce qui fait que les gens pensent que c'est pas leur désir profond, c'est parce qu'ils leur voient une source étrangère évidente qui est le manipulateur, on pourrait dire. Ouais. Voilà. Mais vraiment, là, ce qui compte pour attribuer la responsabilité morale, c'est si les gens pensent que c'est leur désir profond ou pas. L'idée, c'est que par exemple, si on prend les cas de manipulation positifs, on a un cas de manipulation, mais les gens n'ont aucun mal à dire que bon, bah, la personne veut vraiment faire le bien, et donc même si elle est manipulée, les gens sont vraiment au taquet pour leur attribution de responsabilité morale. J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une contradiction dans le fait que lorsqu'on dit à ces personnes qu'une personne est déterminée à faire ce qu'elle veut vraiment, en fait, elles disent que cette personne ne veut pas fait pas ce qu'elle veut. Et pour moi, elles n'ont pas compris le... Alors, je vais revenir dans d'autres séances, parce que là, c'est des questions qu'on abordera quand on parlera de causalité agentive et de source ultime, quoi. Mais pour un compatibiliste, c'est pas contradictoire de dire que ce que je veux vraiment a une source extérieure déterministe. Voilà, pourquoi je veux ça? Bah, il y a des raisons pour lesquelles je veux ça, mon environnement, mon éducation, machin. Si je prends la somme de tous ces facteurs-là, bah, c'est inévitable que ce soit ça que je veuille vraiment, mais ça n'empêche pas que c'est ça que je veux vraiment. Mais effectivement, je vois l'idée qu'il y a derrière, c'est que oui, mais si c'est quelque chose qui m'est imposé du dehors, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment, plus ou moins? Ou c'est pas un peu ça, quelque chose un peu comme ça? Bah, non, c'est pas vraiment, c'est pas mon idée, mais j'ai l'impression que c'est ce que disent les résultats de cette étude. Alors que pas forcément. Enfin... Ouais. C'est un peu plus subtil, parce que vraiment l'idée, c'est que par exemple, si vous avez une manipulation indéterministe, les gens ont tendance à dire que c'est pas vraiment des choses qu'ils veulent. Donc il n'y a pas besoin de... Si vous mettez une chance de 90% de la manipulation, ça marche quand même. Et puis, si vous mettez des cas de déterminisme et où ils veulent le bien, là, bon, il n'y a pas de problème. Donc, il y a quand même des cas où les gens n'ont pas de problème à penser qu'un truc vient de l'extérieur, est le fruit d'un endoctrinement, et fait partie vraiment de ce que veut l'agent. À partir du moment où c'est bien, ça passe, quoi. Ouais. Bizarrement, mais... Donc c'est plus subtil que ça, c'est pas juste... ils voient une voie de manipulation, ils en concluent que ça fait pas partie de ce que veut l'agent, quoi. Donc, ouais. C'est pas idée juste qu'on a une présomption d'innocence a priori, hein. Alors, peut-être que c'est le cas, on a une sorte de présomption d'innocence a priori. Ça expliquerait qu'on a près de ça dans... Ça fait partie de la charte de l'ONU, l'innocence, un truc comme ça. Ça fait partie des trucs importants que tout le monde doit respecter. Donc. Bah non, c'est peut-être vraiment un truc comme ça, peut-être que... alors là, on rentre dans de la spéculation complètement évolutionnaire, on peut faire ce qu'on veut, on pourrait dire qu'effectivement, c'est avantageux de supposer que les gens ne sont pas complètement des connards. Mais si c'est le cas, c'est quand même limité, quoi. Parce que là, l'idée, c'est que c'est vraiment robuste, quoi. C'est que c'est pas juste une présomption d'innocence, c'est que même si les gens ont fait quelque chose de mal, il y a encore une partie des gens qui disent que oui, mais au fond, ils voulaient pas vraiment faire ça, tu vois. C'est... c'est pas juste de la présomption d'innocence, c'est plus solide que ça. Alors, je vais finir avec les derniers développements sur l'argument de la manipulation. Donc, je vous ai présenté l'argument de Perboom, et très vite, je vais vous présenter, je vais essayer de ne pas en parler après les vacances, l'argument du zygote. Si vous regardez un peu les papiers de revue sur l'argument de la manipulation, ça finit toujours sur l'argument du zygote, parce que c'est un truc présenté par Meillet en 2006. Et l'argument du zygote, c'est censé être un cas de manipulation qui est un peu plus clair que celui de Perboom et qui, justement, évite des trucs d'endoctrinement, etc. Hein. C'est vraiment la manipulation la plus minimale du monde, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est le cas de la manipulation, le cas du zygote? Alors, selon Meillet, c'est le cas suivant. Imaginez que Diana est une sorte de déesse. Hein, c'est une sorte d'être qui peut créer des trucs, qui a des pouvoirs divins. Et... elle arrive à prédire l'avenir, parce qu'elle elle prédit l'avenir sur la base du flux déterministe du temps. Hein. Voilà, donc on est dans un monde déterministe, si vous voulez. Et elle se rend compte que s'il y a une pauvre dame qui est là, qui s'appelle Mary, et si elle crée un zygote chez Mary, donc une cellule qui va donner naissance à un enfant, si elle crée un zygote chez Mary au moment précis, hein, vraiment à ce moment précis dans l'histoire, eh ben, ça va enclencher une chaîne causale qui donnera naissance à un individu qui, dans 30 ans, décidera, par exemple, de tuer Madame White ou de cambrioler une banque, hein, vous remplissez comme vous voulez. Hein. Et dit, voilà, donc,
qu'est-ce que fait Diana? Ben, elle crée ce zygote, elle crée vraiment cet être humain, ce tout début d'être humain. Donc il n'y a pas encore d'état mentaux, il n'a pas encore de désir, il n'a rien. Hein. On n'est pas du tout en train de faire du lavage de cerveau, quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas des désirs préexistants qu'elle viendrait effacer pour remplacer par des désirs extérieurs. Elle plante juste la graine, littéralement, à ce moment-là, et elle sait que ça va donner ce résultat. Et donc elle plante la graine, et ça donne ce résultat. Okay, et donc le type, je crois que je ne sais plus comment il s'appelle Ernie, voilà. Ernie, 30 ans plus tard, fait l'action en question, hein, il cambriole une banque, etc. Et selon Mealy, on devrait avoir quand même l'intuition que Ernie n'est pas moralement responsable de son action, vu que tout était planifié depuis le début. Hein. Et ce que dit Mealy, c'est que bon, bah, dans un cas comme ça, c'est difficile de voir ce qui distingue ce cas-là d'un cas d'un monde déterministe, en fait. Hein, si vous enlevez juste la déesse, est-ce que le fait que ça soit une déesse change quoi que ce soit? C'est pas clair. Donc l'argument, c'est celui-là. Hein. On a l'intuition que Ernie n'est pas moralement responsable pour ce qu'il fait. Et en ce qui concerne la responsabilité morale, bah, il n'y a pas vraiment de différence significative entre ce cas-là et celui d'un être qui vit dans un monde déterministe. Et donc, donc dans les mondes déterministes, les agents ne sont pas moralement responsables, parce qu'il n'y a pas de différence entre ça et le type. Voilà, alors, bon, bah, le problème de cet argument, alors vous voyez encore, il est plus joli d'une certaine façon. Hein. On passe d'un seul cas à l'autre, hein, il n'y a pas plein de transitions. La différence est vraiment minimale, hein, il n'y a pas de question de trafiquer les états mentaux de la personne. Le problème de l'argument, on va le dire de la façon suivante, c'est qui a l'intuition très très forte que le type n'est pas moralement responsable de son acte dans l'exemple de base? Ouais, dans l'exemple où il est créé par la déesse, etc. On est dans un monde déterministe. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Après, la déesse, je m'en fous. Hein. C'est pas une immense condition de principe de dire que ça ressemble forcément à un monde déterministe. Prédit, ça. Ouais, il fait que je regarde. Voilà, c'est ça, mais. Bon, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que quasiment personne a l'intuition que le type n'est pas moralement responsable, en fait, quand tu fais l'expérience de penser aux gens. Même Mealy, il dit oui, bon, probablement que les gens n'auront pas forcément l'intuition, et moi, ce qui me compte, le public qui connaît bien la solution. Et en plus, il dit, quand j'imagine les intuitions du public éclairées, j'ai l'impression que ça marcherait quand la personne fait quelque chose de mal, mais pas quand elle ferait quelque chose de bien. Bon. Ouais, donc l'argument est comme ça, mais... donc la transition, il est beaucoup mieux que celui d'avant, dans le sens où la transition est très smooth, hein, on va dire. On passe d'un cas à l'autre avec très peu d'éléments qui changent, mais par contre, le début, le point de départ de l'argument qui est bon, ça paraît clair, ça saute aux yeux que la personne ne doit pas être moralement responsable si elle a été créée comme ça. Alors j'ai fait une erreur, je devrais pas dire que c'est dans un monde... C'est dans un monde où elle peut prédire à l'avance, mais du coup... Vous avez dit déterminisme, Ouais. vous venez de dire aussi que vous n'auriez pas dû dire déterminisme. Donc, Et je crois qu'il le dit en plus, il faudrait que je regarde le texte. Exact. J'ai quand même l'impression que genre, c'est une notion. Si, c'est ça. En plus, dans le scénario, c'est écrit un univers déterministe. Ouais, voilà, mais j'ai quand même l'impression que c'est une définition déterministe avec laquelle pas forcément tout le monde va adhérer. Enfin, genre. C'est ça. Ouais, alors, si je me rappelle bien, l'idée, c'est qu'en fait, l'argument n'est pas destiné aux incompatibilistes, qui auront forcément l'intuition que la personne n'est pas moralement responsable parce que le monde est déterministe, mais que du coup, il est adressé aux compatibilistes en leur disant, regardez, même vous, là, vous avez clairement l'intuition que la personne n'est pas moralement responsable. Enfin, moi, j'ai surtout l'intuition qu'il utilise une mauvaise définition de déterminisme et qu'il n'est pas sur ce que le concept de droit. Alors l'idée c'est que le monde est déterministe et c'est ça qui lui permet de prédire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne confond pas prédiction et déterminisme. Oui, C'est que, ouais. en gros, c'est pour éviter l'idée que ça soit une déesse qui prédit l'avenir, parce que on pourrait avoir ce truc où on est dans un monde indéterminisme, on peut quand même, je sais pas, voyager mentalement dans le futur pour voir ce qui se passera, je sais pas. Oui, mais là, Voilà. l'idée, c'est qu'en fait, elle prédit l'avenir parce qu'elle connaît tout. Voilà, c'est ça, elle sent le flux causal du monde, c'est pas qu'elle a une vision de l'avenir magique, c'est qu'elle voit ce qui va se passer, elle sort de... Ouais, c'est ça, c'est... Ça flirte presque un peu avec du fatalisme en plus, donc c'est un peu. Non, C'est un peu en bas, si on part du principe que ça va forcément arriver, parce qu'elle sait que ça va forcément arriver, que dans tous les cas, il va pour braquer la banque. Bah, ça va arriver en vertu des lois déterministes, donc c'est pas... Si c'était pas marqué justement comme vous disiez au départ, enfin,
question, c'était quand vous n'aviez pas dit que Oui. avec l'idée. Alors non, elle essaie d'éviter ça, mais vraiment, l'idée c'est que elle sait que si elle le fait maintenant, ça va amener à ça. Il y aura un chemin causal possible qui va amener à ça. Et donc c'est pas fataliste. C'est pas dans tous les cas. C'est si elle le fait maintenant, ici, et qu'elle retouche plus rien après, ça va... Comme ça, si une vie qui s'adresse à un public éclairé, ça marche moyen. Voilà, en tout cas, on va dire que c'est une des versions connues de l'argument de la manipulation. Donc je pouvais ne pas le citer, mais j'avoue que je vais avoir du mal à le défendre de façon... de toute façon, l'heure est passée, mais je vais avoir du mal à le défendre de façon approfondie, car bon, déjà, moi, j'ai juste pas d'intuition, quoi. Donc, moi, j'ai aucun problème. Après, moi, je suis complètement corrompu à force de travailler dans cette littérature-là. Mais du coup, effectivement, ce que j'ai fait justement pour un papier, pour un chapitre de volume, c'est que j'ai fait plusieurs variantes de ce cas-là. Et franchement, mais en forçant beaucoup, avec beaucoup de participants, tu arrives à trouver un effet de ce cas-là. Hein, c'est-à-dire que oui, bon, il y a 89% des gens qui vont dire que le type est responsable. Donc c'est un peu moins que dans le scénario de base, quoi. Mais en plus, du coup, si tu regardes, c'est parce qu'il suppose qu'il fait pas vraiment ce qu'il veut. Donc on retombe toujours sur le truc, sur le même truc absurde, mais vraiment, pour moi, c'est très difficile d'être convaincu par cet argument-là. Tandis que les cas de pair boom, je vois beaucoup mieux l'intuition. Donc voilà, si vous aimez pas les intuitions, c'est vraiment le truc là où le type déclare que ça c'est intuitif, mais si vous n'avez pas l'intuition, c'est probablement que vous n'êtes pas le bon public, quoi. Vous n'êtes pas assez cultivé quand vous aurez... Bref, voilà. Donc après, voilà. Donc ça c'est... J'étais obligé d'en parler pour parler de l'argument de la manipulation, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Du coup, on n'a pas parlé des possibilités alternatives aujourd'hui, donc on en parlera à la rentrée. Voilà. Je suis pas sûr que ça un texte. Donc on va peut-être en rester là, et comme ça vous aurez d'autres choses à lire pour votre semaine de lecture. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque.